Sur les 4 prochaines semaines, tu suivras un programme 100% pratique et surtout tu ne seras pas seul. Tu seras accompagné d'autres entrepreneurs comme toi et on pourra échanger lors d'une session de pitch. Donc inscris-toi dès maintenant et rejoins-moi sur Irao. Je suis Moulay Tabouré, bienvenue sur Irao. Sur les 4 prochaines semaines, tu suivras un programme 100% pratique et surtout tu ne seras pas seul. Tu seras accompagné d'autres entrepreneurs comme toi et on pourra échanger lors d'une session de pitch. Donc inscris-toi dès maintenant et rejoins-moi sur Irao. Je suis Moulay Tabouré, bienvenue sur Irao. Sur les 4 prochaines semaines, tu suivras un programme 100% pratique et surtout tu ne seras pas seul. Tu seras accompagné d'autres entrepreneurs comme toi et on pourra échanger lors d'une session de pitch. Donc inscris-toi dès maintenant et rejoins-moi sur Irao. Je suis Moulay Tabouré, bienvenue sur Irao. Sur les 4 prochaines semaines, tu suivras un programme 100% pratique et surtout tu ne seras pas seul. Tu seras accompagné d'autres entrepreneurs comme toi et on pourra échanger lors d'une session de pitch. Donc inscris-toi dès maintenant et rejoins-moi sur Irao. Je suis Moulay Tabouré, bienvenue sur Irao. Hello, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live où nous allons discuter de levée de fonds. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent parler dans la vie de tous les jours, mais c'est quand même un sujet qui marque l'existence des entreprises en Afrique. Aujourd'hui, comme vous le savez, lever des fonds en Afrique n'est pas chose aisée, mais il y a des personnes qui l'ont fait, qui ont l'expertise du terrain. Et aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de discuter avec ces personnes-là. Donc, je vous invite à beaucoup d'attention. N'hésitez pas à commenter, à envoyer vos questions. J'aimerais que vous considériez ce live comme une conversation parce que c'est ce que c'est. Donc, je vais faire monter nos guests sans plus tarder. Moulay Tabouré, bonjour. Bonjour tout le monde. Salut. Et ce dimanche. Je crois qu'il est tard chez certains. Ok, d'accord. Alors, et ce dimanche, comment tu te sens? Écoute, ça va. Hein. J'ai eu la chance d'avoir un dimanche un peu moins studieux et boulot que d'habitude, donc on en profite, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Génial. Merci beaucoup pour ta présence. Nous allons passer à notre deuxième guest, Axel Perrière. J'espère que je prononce très bien le mot. Parfait, merci. Allez. Bonsoir à tous, ravi aussi de faire partie du live ce soir et encore merci pour l'invitation, ravi de partager cette expérience des deux côtés de la table pour ma part aussi, entrepreneur et investisseur, donc voilà. Ouais. Mais je crois que j'ai une question que tout le monde se pose, Axel. Comment est-ce que tu arrives à tout gérer entre les contenus sur LinkedIn, ton travail en tant que CEO et enfin ton travail en tant qu'investisseur? Comment tu fais? C'est quoi le secret? Pas trop de AI, pas de personal assistant. Donc voilà, c'est juste que j'essaie de diviser mon temps de la bonne façon. Mais on pourra en parler après, effectivement. Mais en tout cas, c'est une bonne question. Hein. Savoir prioriser les choses. Voilà. Mais bon. Merci pour ta présence. En tout cas, je sais qu'on va beaucoup apprendre de toi. Notre troisième invité est quelqu'un que vous connaissez très bien et qui surveille très bien notre argent. Bonjour, Rémi. Salut Mylène, salut Moulay, salut Axel, salut tout le monde. Yo. Ça va? Ouais. Content de te voir parmi nous. Tu
Tu es le seul qui est dans les bureaux, là. Tu représentes fort, c'est bien. La Founder Life, la vraie, les gens. Regardez bien, hein. C'est à ça que ça ressemble. C'est ça qui vous J'ai attend. pas encore percé comme toi, c'est pour ça. C'est mon Dieu. Alors, Régis, j'ai une question pour toi aussi. Ouais, dis-moi. Est-ce que avoir une carte Visa aujourd'hui au Bénin depuis Djamo, quand est-ce que ce sera possible, s'il te plaît? Ça, là, c'est les questions pièges, hein, parce que si je Grave. dis on vient, tu dis on vient pas, vraiment, Non, en fait, aujourd'hui, pratiquement, tu peux, si tu as un numéro ivoirien, tu peux. Si on doit s'implanter là-bas, il y a toute la logistique de faire un partenaire avec une banque, des opérateurs telco sur place. Donc, c'est pas une mince affaire, en fait, tu vois. Mais par contre, si jamais tu fais la navette entre la Côte d'Ivoire et le Bénin fréquemment, tu prends un numéro ivoirien, tu peux très bien acquérir la carte et l'utiliser là-bas. Ok, bon. C'est une réponse de politicien. Merci beaucoup. Mais on prend quand même. Ok. Ouais. Donc, aujourd'hui, le sujet qui nous réunit, c'est un sujet assez crucial. Pour que cela se passe bien, notamment au niveau du son, j'aimerais vous inviter, lorsque nous sommes en train de parler, à mettre vos micros sur mute. Comme ça, ce sera beaucoup plus fluide. Merci. Donc, le sujet qui nous amène aujourd'hui, c'est le sujet du financement. Et je sais que ça fait couler énormément d'encre. Les dernières semaines, nous avons partagé quelques extraits de notre conversation avec Moulay sur qui peut lever du financement, comment cela se passe. Et ce que nous avons remarqué, en tout cas ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de mythes, beaucoup de résistance et, je dirais, des idées reçues qui ont la peau dure. Donc, ma première question pour toi, Régis, qui détient aujourd'hui le record de la plus grande levée de fonds en Afrique, quelle a été ta plus grande surprise dans le processus de levée de fonds pour Djamo? Écoute, on avait démarré la première année en 2020 et on avait levé déjà une sorte de pré-seed, mais ça, c'était des gens qu'on connaissait, d'accord? Par contre, qu'on est allé sur le marché pour avoir des investisseurs d'un plus gros calibre, on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait quand même une sorte de réticence à l'époque, je te parle de 2020, de mettre sur nos marchés. D'accord? Donc, on a eu un peu de mal à convaincre les investisseurs. Et ça m'a quand même surpris parce que je me suis dit à l'époque que c'est l'Afrique et qu'il n'y a pas de raison que si on investit au Nigeria, qu'on ne puisse pas croire en l'Afrique francophone. Mais ça m'a quand même surpris de voir que les investisseurs limitaient un peu leur vision de l'Afrique aux pays anglophones. Bon, après, c'était moi ma première fois de lever, donc je n'étais pas trop habitué à tout ça. C'est surtout Hassan qui se prenait les noms dans le visage. Mais par contre, ce qui m'a choqué aussi, c'est que juste après, quand on est rentré dans YC, on a fait YC justement pour avoir une sorte de levier, mais le discours a changé carrément, tu vois. C'est comme si YC nous avait donné une sorte de tampon, mais en fait, on n'était pas différents. Bon, c'est vrai qu'on est passé par YC Startup School, qui est un formidable programme et qui est un réseau, mais fondamentalement, on n'était pas différents. On était la même équipe avec le même projet, mais c'est comme si on était transformés, en fait, tu vois. Et le discours avait totalement changé. On était même dans une posture où on était en mesure de dire non à certains investisseurs, tu vois. Je remarque en fait qu'aujourd'hui, comme tu le dis, les entreprises africaines vont jouir de cette mauvaise image pratiquement et à chaque fois, nous devons attendre que d'autres personnes nous valident. Mais avoir le premier oui, toi tu l'as eu de YC, ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui africaines, des startups qui vont postuler à YC qui ne vont pas l'avoir. Donc aujourd'hui, tu arrives dans un environnement occidental avec des gens qui ont une certaine idée du développement de l'Afrique. Avec une fintech, c'est vrai, mais quand même, tu prends des râteaux, de vrais râteaux, et tu décides quand même d'entrer dans le processus et tu lèves pour la première fois $1 million. Je crois que c'est ça. Alors, non, on a levé en pré-seed, on a levé 300 000. Et juste après, on a levé, bon, je ne peux pas disclose ça parce que ce n'est pas public, malheureusement, mais on tient qu'on a levé en pré-seed 300 000 et après les 14 millions,
voilà, sur tous les mois qu'on a passés, en fait. Mais oui, tu as raison. Moi, en tout cas, c'est ce qui me choque un peu aujourd'hui. Nous, on a eu beaucoup de chance parce que même pour entrer à YC, c'est une histoire de réseau. C'est trouver les bonnes personnes qui vont te recommander. Euh, et même aujourd'hui, avec les investissements encore, c'est une histoire de réseau. Donc, moi, c'est pour ça que je crois vraiment à la création de ce genre de conversation-là, tu vois, et surtout de l'ouverture de donner les opportunités aux autres. Parce que tu peux être talentueux, tu peux avoir toutes les idées du monde. Tant que tu n'es pas dans le réseau, honnêtement, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Tant que quelqu'un t'a pas écrit une référence à un investisseur et dit, OK, moi, j'ai croisé ce gars-là, je le connais, c'est vraiment compliqué. Il y a très peu, je pense, d'investisseurs aujourd'hui qui vont juste parier sur des gens qui ne sont pas connus, qui n'ont pas été recommandés par quelqu'un dans leur réseau. Oui, oui. Moulay, je te voyais hocher la tête énormément pendant que Régis parlait. Là, ce que Régis dit, ce que je comprends, c'est que avoir le bon produit, avoir un bon produit, un bon marché, avoir des clients ne suffit pas pour lever des fonds. Oui, non, c'est sûr. Après, comme dit Régis, je pense que dans les 5 points, les 5 grandes parties dont on a parlé un peu tout au long du programme qu'on a fait avec vous, avec Irao, il y a un point là que Régis vient d'évoquer pour moi, il y a 2 gros points. Après, Axel peut appuyer ou infirmer. C'est bon, déjà l'équipe. Hein, tu vois, il a commencé à parler de Hassan. Bon, Hassan, c'est pas ton entrepreneur lambda. Hein, il avait déjà la première belle étiquette du gars qui a été acquired une fois, qui est un peu le Saint Graal chez nous autres. Mais malgré ça, il te dit que son marché, etc., les gens regardaient bizarrement. Et il a rajouté un deuxième point qui est comment tu te fais accompagner. Donc, c'est un peu dans ce que nous on appelle les prérequis dans le programme, que les gens négligent beaucoup. Les gens pensent qu'il faut juste avoir une bonne idée, un peu de bagou et un peu de réseau, tu vois, si tu veux. C'est que les gens ont l'impression, alors qu'en fait, il y a quand même des prérequis quand même qu'il faut savoir et des codes. Je sais que... et c'est marrant, Régis, je pense quand même que le fait que vous ayez fait YC, tu m'as dit que même la candidature de YC vous a forcé à avoir une façon de parler, une façon de communiquer. Vous avez répété plein de fois, non? Oui, en fait, oui, YC, en fait, c'est pas fait comme ça. C'est vrai qu'on a eu des recommandations, mais on a aussi regardé des dizaines d'heures de vidéos YouTube sur comment parler le langage des gens pour qu'ils comprennent, tu vois. Et tu as l'interview YC, tu as que 10 minutes, tu as 3 partenaires YC. Donc, essayer de convaincre des gens en 10 minutes sur un marché lointain francophone, sur une innovation de sorte d'océan bleu, honnêtement, c'était une mission impossible. Mais on a répété, on a dit les mots qu'il fallait. Ça ne s'est pas très bien passé par contre, parce qu'ils te bombardent de questions et tout ça. Et donc, après, YC nous ont dit, OK, les gars, on ne vous dit pas oui, mais on ne vous dit pas non non plus. Ah Par bon? contre, c'était pas aussi facile que ça. Par contre, il faut le dire ça aux gens. Les gens croient que vous êtes arrivé, on vous a déroulé le tapis rouge parce que vous étiez déçus. Non. Ils se sont dit, OK, on ne vous dit pas oui, mais on ne vous dit pas non. Tu sais, YC, quand tu refuses, tu reçois le mail le même soir, tu vois. Ouais, Et nous, on a moi, fait j'ai reçu 3 fois le mail, moi, donc je sais, Et t'inquiète tu reçois ça le même soir, exactement. Voilà. Et on a fait l'entretien 23 heures. Et donc, on pensait qu'on attendait pour voir le mail et tout ça. Et je pense que le lendemain, ils nous ont dit, OK, les gars, on ne vous dit pas oui, mais on ne vous dit pas non. On vous donne 1 mois pour avoir de l'attraction. Tu vois. Et c'est là qu'on a passé les 1 mois. Moi, je suis allé partout, on est allé partout dans les entreprises pour donner des cartes aux gens. Et c'est quand ils ont vu l'attraction qu'à ce moment-là, ils ont dit, OK, on veut. Mais par contre, comme tu dis, on a parlé le langage au départ. On a utilisé les termes qu'il fallait. On a structuré même la présentation comme il fallait. C'est sur YouTube. Je vais vous les envoyer. Je vais vous l'envoyer tout à l'heure. Ah, mais Mais oui, voilà, tu vois, des cadeaux, des freebies, c'est ça qui est bon. Le peuple aime ça, on voit. Ouais. Mais il faut utiliser leur langage. Il faut parler, il faut les convaincre, il faut dire ce qu'ils veulent entendre, tu vois. Et ça s'apprend, comme tu dis. C'est un code, en fait. J'ai une question pour Axel, parce que justement, nous venons sur la question de pourquoi est-ce que c'est si difficile de lever des fonds en Afrique? Toi qui as cette expérience à la fois du marché occidental et des marchés émergents. Après, je pense que bon, il n'y a pas de fatalité en soi. C'est difficile de lever des fonds partout. Moi, je suis français, australien, et j'entreprends et j'investis en Afrique. Donc, j'ai eu un peu le pied sur ces 3 zones, on va dire Europe, Asie et Afrique. Bah, c'est pas facile. Et comme dit Régis, comme disait Moulay dans cette vidéo là, Irao que j'ai vu aussi. Voilà, à la base, en gros, c'est pas le focus premier. Le focus premier, bah, c'est effectivement qu'est-ce que tu veux monter, quel est le problème que tu veux résoudre, la solution que tu veux apporter, et les premiers clients que tu veux trouver, qui vont commencer à payer ou donner quelque chose
en échange de ce que tu proposes. Et ensuite, voilà, c'est ça qui va permettre effectivement d'arriver, alors soit dans tous ces programmes. Après, effectivement, voilà, toutes les régions du monde ont eu un espèce de calendrier et ont commencé à émerger. Tu regardes la French Tech il y a 15 ans, c'était pas du tout ce que c'était aujourd'hui. Hein. Il y a 15 ans, je voyais même dans les années 2000, même un petit peu plus avant, en fait, tu avais les French, tu avais les French Tuesdays ou un truc comme ça. Enfin bon, tu avais toutes ces espèces d'événements qui permettaient aux gens de se rencontrer. Et puis au début, ça démarre toujours de la même façon. C'est d'abord des angels. Donc des angels, c'est des locaux, puis des étrangers qui investissent dans les entrepreneurs locaux et ainsi de suite. Et puis les entrepreneurs locaux, c'est aussi un mix entre des entrepreneurs locaux et aussi des entrepreneurs avec des origines étrangères, etc., qui amènent leur histoire, leur background. Et voilà. Donc au final, voilà, c'est jamais simple, surtout au début. Et après, tu vois le milieu, la scène qui commence à être un peu plus mûre, qui attire de plus en plus d'investissements étrangers, du YC qui va d'abord en Afrique francophone, qui va en Côte d'Ivoire, etc. Bah, ça va attirer d'autres histoires, d'autres entrepreneurs, d'autres histoires qui vont être admises chez YC et ainsi de suite. Et tout ça va attirer des angels qui vont permettre de faire ses premiers rounds, 200 000, 300 000 et ainsi de suite. Et ensuite d'attirer des investisseurs un peu plus sophistiqués, comme on dit. Voilà, c'est le même. Par contre, ce que je trouve intéressant, encore une fois, dans ces marchés-là, et c'est pour ça que, voilà, à titre personnel, je m'intéresse beaucoup des deux côtés, entrepreneurs et investisseurs, c'est que je trouve qu'il y a un peu moins la compétition sur le risque sur les idées, mais plus le risque sur le marché. Les gens ont peur parce qu'ils ne connaissent pas les marchés. Alors qu'au final, pour moi en tout cas, qui suis pourtant étranger, hein, je ne suis pas ivoirien, et ben effectivement, je trouve que voilà, je préfère prendre le risque marché parce que je trouve que le risque marché en Côte d'Ivoire, il est relativement faible. Ça reste mon point de vue, c'est le point de vue de plein d'autres. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est une locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Alors que si tu veux entreprendre en France, bonne chance. Là, le risque, il est sur l'innovation. Il faut vraiment avoir alors soit les très bons contacts pour pouvoir lever très vite et pouvoir être très gros très vite, ou alors sinon être vraiment très, 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 très novateur. Et ce n'est pas forcément évident. Alors qu'il y a tellement de choses à faire sur le continent africain. Voilà, pour moi, entre guillemets, ça coulait de source, quoi. J'ai une question, si tu me permets, Mylène, pour Axel. Toi qui es angel dans plusieurs boîtes, je sais qu'il y a un composant équipe, n'est-ce pas? Ouais. Que certains angels considèrent avant de placer des fonds. Mais vu qu'en Afrique francophone, on a eu très peu de success stories, comment tu fais en fait déterminer si l'équipe est bonne, tu vois, ou bien tu ne paries pas sur l'équipe, tu paries sur autre chose? Je veux dire, quels sont les facteurs vraiment qui influent ton choix au moment Non, c'est de gagner? une très bonne question. Tu sais, comme on dit, au final, vaut mieux avoir. En fait, tout est dans l'équipe. L'idée, ça vaut rien. Si tu as les bonnes personnes, mais avec la mauvaise idée, tu arriveras quelque part. Si tu as la bonne idée avec les mauvaises personnes, ça arrivera à rien. Voilà, en gros, c'est ça. Et tu regardes d'ailleurs, au final, je pense qu'on est tous un peu biaisés. Preach! Voilà, Important. non, mais on est tous un peu biaisés par qu'on soit entrepreneur, travailleur, enfin employé ou investisseur, angel, etc. On est tous un peu biaisés par ce qu'on voit dans les médias, qui fait qu'au final, bon, on a l'impression que les mecs, ils arrivent, ils démarrent, ils ont une idée, ils lèvent des fonds, paf, s'ils réussissent, et puis après, voilà. Non, en fait, ça se passe jamais comme ça. Mais alors jamais, jamais, jamais. Et même sur les plus gros success stories, etc. Et après, pour répondre à ta question, Régis, au final, voilà, c'est de l'humain, quoi. En fait, moi, ce que je dis à d'autres angels, c'est en fait, tout le monde peut être angel demain. À partir du moment où tu te payes une semaine de vacances, 2 semaines de vacances, des choses comme ça, et que tu as un petit peu d'argent de côté, un petit peu d'économie, tu peux être angel. Être angel, ça commence à 1000, 2000, 3000 euros, etc. Tu as des plateformes qui te permettent d'être angel. Voilà. Et donc derrière, en fait, c'est quoi? C'est d'abord, et c'est ça que je trouve passionnant au final, c'est l'aventure humaine. Tu rencontres des gens, des entrepreneurs qui n'ont peut-être pas la bonne idée, mais qui sont les bonnes personnes à qui tu peux faire confiance et leur donner tes économies et qui vont arriver à quelque chose. Mais voilà, au final, c'est ça. C'est vraiment sur les personnes. C'est une aventure humaine au final, hein, l'entrepreneuriat, Ouais. que tu sois du côté de la table où tu mets de l'argent. Les gens, je connais certains qui ont été à votre premier round. Pour ne pas je les citerai pas, mais et c'est ça, c'est une aventure humaine. Ils connaissent Hassan, voilà, Ouais. ça les a branchés par rapport. Alors, effectivement, il y avait ce qu'Hassan a fait auparavant, etc. Donc voilà.
Mais il n'empêche que voilà, c'est ça, c'est du réseau, c'est de l'humain. Voilà. Et à partir du moment où tu es une bonne personne, tu as les bonnes idées, tu les véhicules de la bonne façon, tu vas attirer les gens qui vont te soutenir. On a ce qu'on appelle les premiers, Friends and Family and Fools. Et voilà. Et est-ce que tu peux nous dire ton plus gros retour sur investissement en tant qu'angel? Je demande pourquoi, parce que je pense qu'il y a un manque important de early investing dans notre zone, où les gens qui ont les moyens en général vont détourner ces ressources-là vers d'autres business un peu plus stables, l'immobilier, autre chose, tu vois. Et j'aimerais que quelqu'un dise en fait que en fait, ça peut rapporter gros d'être angel. Donc, est-ce que tu es en mesure de nous donner des chiffres, je sais pas moi, que Ouais, ton plus après, gros. alors, donc ça va être, après, au final, donc, il y a plusieurs facteurs. Le facteur premier, c'est au final combien tu investis. Effectivement, si tu mets 1 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros ou 1 million d'euros, Genre, si voilà. c'est 2x, 5x ou 10x, tu vois. Alors, je pense que mon plus gros coup manqué, je le cite parce qu'effectivement, je pense que c'est important. Dans la vie, tu as des coups manqués. Puis après, c'est ça aussi. Tu ne peux pas striker dès le premier coup. C'est comme au bowling. Soit tu as vraiment de la chance, boum, tu sors tout. Mais sinon, effectivement, tu as des coups manqués. Plus gros coup manqué, je pense que c'est 400. 400, c'est quoi? C'est Bolt. Bolt, Attends, donc 400 anciennement fois ou Testify, 400 Attends, de quoi on parle? 400X. Ouais. 400X, ouais. Ouh, 400x! Attendez, mes enfants. Ouh là là! Donc, tu aurais mis 1000 euros, tu aurais 400 000 euros. Seigneur, Seigneur, Mario. Ok, Exactement. donc pour bien illustrer, si tu avais mis 5 000 euros, tu sortais avec 200 000, non, 2 000 Non, euros. non, 2 2 millions. millions! 2 millions 2 d'euros. millions! 2 millions, mon ami. T'as, Ok. t'en as quelques-uns des coups comme ça, 400, 200, voilà. C'est assez rare. Sur des trucs, pour le coup, non coup manqué, ça va se compter en plusieurs dizaines. Voilà. Ensuite, après, donc l'investissement, hein, bon, si on rentre dans le sujet, ça prend du temps. Il faut compter 5 à 10 ans. Par contre, à la différence de l'immobilier, c'est très safe, c'est très sûr, etc. C'est très intéressant, ok. Maintenant, tes problèmes sur toutes ces années, ça va être de changer la machine à laver, de changer les tuyaux, tout ça. C'est sympa, mais bon, moi, ça ne m'excite pas des masses. L'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que tu vas discuter avec des gens. Encore une fois, je reviens à ce que je disais avant, c'est une aventure humaine. Et c'est ça qui est, je trouve, exceptionnel. C'est que voilà, tu vas discuter avec des entrepreneurs, si tu les suis dès le début, tu vas les voir grandir, tu vas les voir lever les fonds, etc. Et ainsi de suite. Voilà. Après, comment tu vas sortir? Il y a tous les scénarios possibles. Je connais plein d'angels qui sont sortis sur des boîtes, on leur a racheté leur part, alors que les boîtes se sont plantées derrière. Voilà, ce qu'on appelle des secondaires. Donc, voilà, bref, on peut revenir là-dessus, mais tu as plein de. Mais je pense qu'il faut effectivement se faire un petit portefeuille, se bloquer une somme et se dire je vais l'investir sur mitiger le risque, 5 à 10 startups. Et là-dedans, le but, c'est d'essayer d'en trouver une qui fasse ces multiples de 15, 20, X. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Une sauvera tout le reste de toute façon. Par contre, conseil aussi, tant qu'on est dedans, ne jamais investir seul, y aller en groupe, en équipe, avec d'autres, par relation, etc., etc. Le pire truc, c'est la start-up du cousin ou du frère, du pote ou machin. Voilà, le mieux, c'est quand même c'est d'essayer d'être le plus neutre possible, de ne pas trop avoir de sentiments et de voir les gens pour ce qu'ils sont, ce qu'ils font, quoi. Voilà. J'ai quand même une question. Lorsque tu parlais justement, Régis, du talent et tu parlais, Axel, de l'humain, on remarque aujourd'hui que ce soit sur des marchés comme la France ou aux États-Unis, souvent le pédigré des founders va beaucoup compter. Et quand je parle de pédigré, je parle d'être allé à de grandes écoles, Ivy League, HEC. Moulay, tu parles, mais tu es quand même allé à de grandes écoles. Tu as également... Attends. Tu as également fait de grandes entreprises comme PwC. Et aujourd'hui, en fait, ces critères vont compter dans le choix que va faire un investisseur de financer une boîte ou pas. Mais malheureusement, tous les founders n'ont pas ces privilèges-là. Quand je ne viens pas de HEC, quand je n'ai pas été dans le Big Five, quand je n'ai pas fait McKinsey, est-ce que j'ai des chances de lever? Est-ce que j'ai des chances de voir mon équipe être considérée comme la bonne équipe? Ouais. Ça, c'est intéressant. Tu sais, dans le programme, justement, dans la partie équipe, j'en ai parlé un peu longuement, je me souviens, sur le fait qu'en fait, ce que les gens cherchent, c'est deux choses. C'est du signal et un langage commun. En fait, si tu veux, quand tu as fait, bon, j'ai fait Dauphine, c'est pas non plus incroyablissime, mais ça passe, effectivement. Ce que je veux dire, c'est quand tu as fait Dauphine, les gens sont à peu près confiants que
quand tu leur présentes, tu vas parler avec une certaine rigueur. Il n'y aura pas de faute d'orthographe dans les presses que tu vas leur envoyer. Enfin, c'est des petites choses comme ça. Ça, c'est le langage. Mais le Ça structure signal, ton esprit. voilà, c'est sur ton esprit. En fait, et c'est ce que les gens ne voient pas. Les écoles, les entreprises, c'est des canaux ou des conduits pour te formater à une façon de passer l'information. Ce que Régis a évoqué quand il a dit qu'il s'est entraîné des dizaines de fois pour Y Combinator, c'est la même chose en fait. Et je suis sûr qu'ils ont dû prendre des retours de gens qui s'y connaissent, qui ont dû leur dire là tu parles trop, là c'est pas clair, là il manque ce chiffre-là. C'est ça en fait après le langage qui compte. Donc ça c'est quelque chose que tu peux peaufiner. Tu peux le peaufiner par entraînement. Tu peux le peaufiner par la recherche. Maintenant sur le signal, une chose qu'il faut que tu saches par exemple, c'est que moi mon associé, notre directeur technique Luc, il n'a fait aucune étude, il n'a même pas le bac. Par exemple. Donc, dans notre équipe, il n'y a pas que des gens qui ont fait. Tu sais, Kader, mon co-founder, il a fait l'université d'Evry. Hein. Donc, tu vois, on n'est pas. C'est pas les gars qui ont fait des trucs. Ce qui est important, par contre, c'est que Luc est autodidacte et que ça fait 20 ans qu'il crée des sites web et une des plateformes qu'il a créées a processé plus de 100 millions d'euros de transactions par an. Donc, ça, c'est du signal. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'avoir fait les études ou le boulot qui va. Mais il faut que tu trouves une façon de signaler, de prouver. En fait, les gens, ils ne te connaissent pas. Donc, ils ont besoin d'une preuve tangible que tu sais exécuter, que tu sais faire les choses, que tu sais créer de la valeur. Et tu sais, ça peut être des choses très différentes. Hein. Moi, j'ai des gens, par exemple, que je connais, qui, par exemple, ont créé des associations qui ont eu jusqu'à 500 000 personnes dedans. C'est un signal. Si jamais tu as créé un blog ou que tu as été influenceur avec ton blog et réussi à avoir des dizaines de milliers de followers, c'est du signal. En fait, ça montre que tu sais faire des choses. Maintenant, chaque investisseur va juger si jamais ce signal-là lui fait écho ou pas. Si lui se dit, OK, dans ce business, je pense que c'est important de savoir créer une communauté, c'est pas mal si le gars, il a déjà une communauté. S'il pense que dans ce business, ce qui compte, c'est le produit, c'est quand même bien que ce gars ait déjà fait un produit ou été dans une équipe. Et c'est pour ça que d'ailleurs, l'un des signaux les plus forts que moi j'ai évoqué dans le programme, qu'on peut dire à tout le monde, c'est que les gens sous-estiment, c'est travailler dans une startup. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop peu de gens qui, quand ils veulent lever, quand ils veulent se dire demain, je vais être entrepreneur, leur premier réflexe, c'est de ne pas vouloir aller dans d'entreprise. Alors qu'en fait, tu auras un meilleur signal si tu fais 5 ans chez Jamo que 5 ans même chez, je sais pas, Orange. Concrètement, il faut qu'on soit très clair. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que, oui, si tu survis 5 ans dans le combat que nous, on passe tous les ans, tu vas avoir non seulement une capacité à t'exprimer, à communiquer, qui est très proche de ce qu'un investisseur cherche, mais tu auras vu le dedans ce que c'est. Donc, c'est un des trucs que je dis souvent aux gens. En fait, il n'y a pas d'excuse de... Si jamais, oui, tu as eu la chance d'avoir pu faire telles études, ok, telle boîte, certes. Mais au moment où on te parle, il y a toujours moyen. Toujours. Ouais. Et juste rajouter un mot à ton mot signal que j'aime beaucoup, c'est la légitimité en fait. On se demande, est-ce que tu es légitime pour résoudre le problème et pour créer la valeur que tu prétends vouloir créer? Pourquoi est-ce que les bonnes écoles marchent? Parce qu'on sait qu'en fait, tu es passé par, comme tu as dit, un pédigré, tu es passé par une certaine rigueur académique, tu as sûrement des bons réflexes, tu as le réseau qui va avec les anciens de l'école. Donc, les investisseurs vont se dire, OK, il a plus de chances d'y arriver. Par contre, même si tu n'as pas fait des écoles, tu peux avoir de l'expérience. Donc, comme il a dit, tu es passé par exemple par une start-up comme Jamo, tu as vu les problématiques à l'intérieur et du coup, ça te rend légitime demain pour créer une boîte de la fintech parce qu'on sait que tu es passé par ça. Donc, ce n'est pas forcément un frein pour les jeunes aujourd'hui, tu vois, de ne pas être passé par ces écoles-là parce qu'il y a d'autres moyens de prouver cette légitimité-là. Comme il a dit, soit tu passes par les startups ou tu fais toi-même des projets ou des produits qui te rendent légitime et qui envoient le signal dont il parle aux investisseurs. Mais tant que tu n'as pas ce bon profil-là, honnêtement, pour moi, c'est vraiment pas la peine de se lancer dans la recherche d'investissement parce que ce sera trop compliqué en fait. Et tu as raison, tu vois, et c'est pour ça que dans le programme, nous, on a appelé ça les prérequis. En fait, les gens ne se rendent pas compte. Mais avant même de parler aller parler à un investisseur, il faut déjà te poser la question, est-ce que j'ai la bonne équipe? Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que je suis équipé pour aller convaincre? Parce qu'en fait, les gens ont tendance malheureusement à penser qu'il faut juste convaincre les autres. Alors qu'en fait, non, il y a tout un travail derrière. Donc, en fait, ici, ce que je comprends, c'est que à la fois, on a le côté où c'est pas qu'il y a un certain type
de founder qui va recevoir plus d'investissements que d'autres, mais plutôt l'investisseur va vouloir rechercher certaines choses pour être rassuré. Donc, que ce soit par exemple le fait que tu aies travaillé dans une certaine boîte ou le fait que par exemple tu aies déjà un certain impact. Et enfin, le fait que tu aies une équipe. Donc, si par exemple même toi, tu n'as pas ce pédigré-là, en ramenant des gens qui ont ce pédigré, tu peux aussi y arriver. Je pense que c'est ce que tu as fait, Régis, avec Hassan, ton cofondateur qui avait déjà une certaine expérience dans ce domaine-là. Ouais, c'est plutôt lui qui a fait ça avec moi. C'est lui qui m'a contacté. Ok. Ouais, il avait l'idée et il m'a invité pour un café. On a pris le café, on a discuté. Il m'a dit, OK, est-ce que ça t'intéresse de travailler sur ce projet-là? Et moi, ça m'intéressait. Pourquoi? Parce que j'avais justement ce problème-là avec ma banque. Et donc, du coup, moi, j'ai même pas réfléchi, hein. En 3 jours, j'ai déposé ma démission et puis on s'est mis à travailler là-dessus, quoi. Non, attends, par contre, Régis, là, parce que tu n'as pas dit où tu travaillais. Tu peux spécifier, s'il te plaît, merci. Je travaille chez MTN, donc je travaille sur des projets, mobile money. Donc, ça m'a rendu un peu légitime pour ce genre de projet-là. Donc, du coup, quand on fait les pitchs avec les investisseurs, ça revient souvent, en fait. J'ai travaillé pendant 5 ans sur des projets mobile money, avec la banque et tout ça, tu vois. Donc, j'ai quand même assez d'expérience sur le bit aussi, finance, fintech. Ouais, donc, ça nous légitime en griffe. Hassan, lui, c'est sa deuxième startup, Successful. Moi, j'ai fait 2 autres startups avant ça, d'ailleurs. Aussi, c'est important. Tu vois, donc tout ça, ça rentre un peu dans la formule magique pour essayer de convaincre les gens sur votre profil et le rendre très attractif. Pardon. Après, tu vois, ce que je trouve intéressant, moi, dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est que ça redistribue un peu les cartes. Malheureusement, la vie n'est pas, on n'est pas tous de la même façon. Mais au final, dans l'entrepreneuriat, ça redistribue un peu les cartes. Parce qu'encore une fois, et c'est ça que je trouve, je reviens toujours à mon aventure humaine. Alors peut-être qu'au final, je cherche que ça, mais non, dans le fond, quand tu investis l'argent que tu as gagné avec tes économies, avec ton travail, etc., tu recherches quand même un retour financier à un moment. Mais au final, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que je rencontre tout type d'entrepreneurs. Et même moi, d'ailleurs, à titre perso, moi j'ai le niveau bac. J'ai commencé une école de commerce que je n'ai pas terminée. Pourquoi? Parce que j'étais entrepreneur ensuite. Une école de commerce en plus moyenne. Alors, je ne la citerai pas, les pauvres, mais bon, voilà, c'est sur mon LinkedIn. Allez. Mais voilà, donc j'ai pas fait Dauphine. J'avais pas le niveau. Et donc, j'ai pas terminé parce que je suis devenu entrepreneur. Et depuis, c'est ce que je fais depuis 20 ans et j'ai jamais été employé dans une boîte autre que la mienne. J'en ai eu plusieurs depuis 20 ans, etc. Et c'est ça que je trouve encore une fois qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que quand tu fouilles un petit peu et que tu regardes surtout ces founders, là si on prenait un peu le top 100 des mecs qui ont levé sur les boîtes en Afrique francophone ou en Afrique en général, tu trouves toutes les histoires en fait. Il y a vraiment de tout. Et quand tu reviens un peu avant encore, tu regardes d'où ils viennent, quelle était leur enfance, etc. Tu as tous les formats, tous les milieux, tous les schémas et tout. Et c'est ça que je trouve extraordinaire au final dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui a certes plein de problèmes, mais qui a aussi plein d'avantages. Aujourd'hui, tu as un smartphone, tu as accès à Internet, tu as accès à la plus grande encyclopédie du monde. Et comme a dit Régis, tu peux préparer tes pitchs pour YC. L'autre jour, j'ai aidé des gars en Zambie à préparer un pitch pour YC, etc. Et voilà, en fait, tout est accessible, quoi. Et ce n'était pas le cas il y a 50 ans, ce n'était pas le cas, bien sûr, encore avant, etc. Donc, il faut se servir des outils qu'on a à disposition, qui sont des outils en plus gratuits. Mais effectivement, je suis 100% d'accord avec ce que dit Moulay avec ce mot signal. Ouais, c'est vraiment ça. C'est voilà. Forcément, aux investisseurs et tout, ça envoie des signaux forts, quoi. Ce que je remarque, et justement, je pense que c'est déjà un truc à retenir, à savoir qu'il faut pouvoir signaler à l'investisseur que vous êtes ready for investment. Mais quand je regarde les listes que tu fais, Axel, je me rends compte que le chemin classique aujourd'hui pour les entreprises, les startups africaines, pour avoir du financement, c'est aller en Texas ou aller à YC. C'est-à-dire que, comme le disait Moulay au début, on va trouver un accélérateur qui va nous permettre d'être un peu plus accessible au regard des investisseurs. Et enfin, on va profiter de ce tampon-là pour pouvoir lever des fonds quand on n'a pas de réseau. Alors, Techstar ou YC, c'est vrai que c'est… Alors, YC aussi, bon, c'est un peu particulier. C'est vrai que c'est un cachet, et notamment pendant les années folles qu'il y a eu en 2021-2022, ça a été la folie.
Et en gros, notamment des startups nigérianes, quand elles sortaient avec le tampon YC, en seed round, sans traction, sans rien, sans client, parfois sans produit, les mecs qui sortaient avec des valorisations à 20 millions, 30 millions de dollars direct. Bon, après, il y avait aussi l'effet Nigeria, le côté 200 plus millions d'habitants et tout ça. Donc, c'est vrai que les investisseurs étrangers. La hype nigériane, on peut en parler, Régis, c'est ça? Exactement. Maintenant, l'avantage, c'est qu'en ce moment, ce n'est pas la même chose. Je crois qu'il y a 3-4 boîtes dans la dernière cohorte YC. Les grosses cohortes YC, il y a eu une trentaine de boîtes. Donc, c'était quand même une trentaine de boîtes africaines, je veux dire. Donc, c'était énorme. Là, aujourd'hui, il y en a 10 fois moins. L'avantage que je trouve à ça, je suis un éternel optimiste, c'est qu'aujourd'hui, je pense que ça va mettre un peu la lumière sur tous ces marchés africains qui étaient un peu moins dans le top 4. Le top 4, c'est quoi? C'est Nigeria, Kenya, Égypte et South Africa. Voilà. Donc, Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu beaucoup de lumière. C'est en train de changer. Afrique francophone, même en général. Afrique australe aussi, je parlais de la Zambie, Botswana. Ces pays-là, effectivement, il y avait un peu moins de lumière là-dessus. Après, il y avait côté Angola, côté Mozambique, etc. Bref. Donc, voilà, comme les investissements en Afrique en général sont en train un peu de diminuer, je pense que ça va faire émerger ou pousser par contre ces pays qui avaient un petit peu moins le vent en poupe. Pourquoi? Parce que les gros VC, notamment américains, etc., se focusaient juste sur le top 4, quoi. Mais juste pour répondre à la question de Mylène et faire une petite transition qui est importante, moi, je n'ai pas fait YC. Je me suis fait recaler 3 fois de YC, une fois jusqu'au dernier entretien. Donc, non, que les gens ne viennent pas dire qu'il faut faire YC ou Techstar pour lever de l'argent. Typiquement, bon, maintenant, et pareil pour Ejara, ils n'ont pas fait YC. Et je crois Julaya non plus. Julaya non plus. Enfin, je veux dire, en fait, les gens ne doivent pas prendre ça comme c'est pas une obligation. C'est un outil en plus. Et c'est dans les prérequis, c'est des choses que tu peux utiliser. Nous, on a fait, je ne sais pas combien d'incubateurs. J'ai fait Station F, The Family. J'en ai fait 6 ou 7. Et c'est pas pour autant que. Et j'en connais plus de gens qui ont fait ces incubateurs qui sont morts que de gens qui ont réussi. À commencer par Y Combinator. Je pense que Régis, si toi on te demande, il y a plein de boîtes que moi je connais qui ont fait Y Combinator, qui n'ont jamais levé, qui sont mortes après. Ouais. Et même, je pense, dans notre cohorte aussi, tu vois, il y a des boîtes qui sont déjà mortes. Ouais. Mais pourquoi nous, on a fait YC? C'était juste pour avoir un edge, je pense, sur la valo, tu vois. Tout ça, c'est l'expérience d'Hassan aussi, tu vois. Il savait utiliser les bons langages, il savait les erreurs qu'on ne devait pas faire. Je pense qu'il a optimisé un peu notre stratégie de levée de fonds. Et on a fait le pari sur YC parce qu'on s'est dit que ça allait mettre un premium et ça nous donnait la valeur la plus élevée possible, tu vois. Mais on aurait pu s'en sortir sans YC, je pense. J'ai une question quand même, en fait, et je pense que cette question-là, on aurait dû l'aborder depuis le départ. C'est les gens ont l'impression qu'il suffit juste d'avoir envie de financement pour dire donnez-moi de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de la clarté sur quelles sont les boîtes qui peuvent lever des fonds. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont confondre l'idée de la PME avec la start-up, l'idée de juste je suis un entrepreneur, j'ai peut-être une idée très simple d'aller faire un truc dans mon village et je veux du financement. Donc, est-ce que vous pouvez un peu plus expliciter qui sont les gens qui peuvent aujourd'hui décider de faire des levées de fonds? Alors, juste avant que vous répondiez, messieurs, je pense la règle là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de règle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est qu'en gros, alors bien sûr qu'il y a des choses à respecter, mais tous les schémas ont été vus. Tout est possible en fait. Et ça donne de l'espoir parce qu'encore une fois, voilà. Et tout dépend de ce que Moulay, et je te laisse continuer là-dessus, ce que tu expliquais dans ta vidéo sur le fait. Voilà, exactement. En fait, avec Irao, c'est une question que m'a posée, effectivement. Il y a tout un. Alors, dans le programme, donc vous verrez dans le curriculum du programme, il y a toute une partie qui est déjà est-ce que je suis prêt, should I raise or not? Est-ce que je suis prêt à lever ou pas? Comme le dit Axel, la bonne nouvelle, c'est que c'est une question que tu peux te poser à différents moments de ton aventure entrepreneuriale. Selon les boîtes, selon les moments, tu es plus ou moins prêt. Mais ce que moi, j'ai essayé d'expliquer de mon expérience pour un peu. Parce que les gens ont besoin un peu de clés, on va dire encore. C'est une des clés pour moi qu'il faut que les gens comprennent. C'est déjà la première règle que moi je donne, c'est qu'il faut comprendre le jeu auquel tu joues quand tu parles à des venture capitalistes ou à des angel investors. Selon le type d'investisseur, les gens n'ont pas les mêmes horizons. Donc, pas les mêmes ambitions de retour. Toi, tu as dit tout à l'heure, voilà, un bon angel, il aimerait sur 5 à 10 investissements faire un x15, x20.
déjà, je pense que ce que tu as dit là, il faut que les gens se rendent compte. Ça veut dire que si tu vas avoir un investisseur, même un angel, il faut que tu te dises, dans les 5 à 10 ans, il faut que je lui rende 10 à 15 fois le montant qu'il m'a donné. C'est déjà un truc que beaucoup de gens ne comprennent, ne pensent même pas. Alors, quand c'est du VC, c'est encore pire. Moi, ce que je dis comme en benchmark en VC, quand tu vois quelqu'un qui lève 3 millions, c'est qu'il s'engage à avoir un retour d'au moins 30 millions dans les 5 ans. Sachant que son retour, c'est qu'une part de son capital. Donc, c'est-à-dire qu'il s'engage à faire potentiellement fois 20 ou fois 30, voire fois 50 le montant qu'il a levé dans les 10 ans. Donc, il faut être conscient de ça. Et c'est là où ça résout beaucoup de débats, en fait, parce qu'au final, oui, selon à qui tu demandes de l'argent, aller voir une banque pour du financement, oui, les termes sont complètement différents, les intérêts sont plus clairs, et c'est évidemment avec des contraintes différentes. Tu rembourses en cours de route. Mais quand tu vas voir un investisseur professionnel, et c'est ce que dans notre programme on explique, chacun d'entre eux a des horizons, des attentes, des délais, et chacun d'entre eux, à un moment, c'est leur argent. Hein. Enfin, des fois, c'est ou leur argent ou leur métier. Donc, ils ont des obligations. Les gens prennent les investisseurs comme étant des mécènes. C'est ce que je dis dans ma vidéo qui, moi, m'énerve. C'est que les gens pensent que investisseur égale quelqu'un qui va me soutenir, genre, qui va m'aider. Ils ne sont pas là pour vous aider. Hein. C'est un side benefit, le fait qu'ils vous aident. Axel parle d'une aventure humaine. Exactement. C'est une aventure. Le gars, il cherche lui aussi à faire quelque chose. Il veut aller quelque part. Et c'est ça, en fait, tu as plusieurs façons de lever de l'argent. Alors, tu as le grant. Donc, ça, le grant, c'est du don. C'est du mécénat, c'est parce que tu fais quelque chose à impact, l'inclusion financière, etc., etc. Et là, il y a des organismes spécifiques pour ça. Et ils vont te donner de l'argent en échange d'actions, en échange de moyens de faire des choses, d'inclure financièrement, je dis, des fermiers, je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est du grant. OK. Ensuite, tu as de la dette. La dette, c'est simple. C'est de l'argent que tu vas utiliser, que tu vas rembourser avec des intérêts, avec un taux spécifique. Quand tu as besoin d'acheter beaucoup de produits, nous, par exemple, avec ce que je fais avec Auto24, on achète des voitures, on peut lever de la dette. On va rembourser à notre investisseur qui nous prête de l'argent, mais donc sous forme de dette. Ça peut être une banque, ça peut être d'autres. Voilà. Et après, au-dessus, effectivement, tu as donc de l'argent pour ce qu'on appelle de l'equity, pour des parts. C'est des parts dans l'entreprise. Donc là, ils viennent et ils montent à bord du bateau. Je vois plein de questions là dans le chat. Il y a vraiment des questions intéressantes sur est-ce que j'ai le droit de payer ce que je veux, etc. Bon, bref. C'est intéressant donc, ça. Mais parce qu'au final, oui, effectivement. On va en parler tout à l'heure. C'est une très belle question, ça. Mais je laisse continuer. Fini d'abord. Vas-y, Axel. Non, mais et je te laisse, et je vais faire la transition là-dessus. Mais effectivement, voilà. Donc sur l'equity, donc les gens, qu'ils soient cousins, copains, des gens qu'on ne connaît pas du réseau ou des gros VC qui viennent des US, d'Arabie Saoudite, peu importe. Voilà, ils vont en fait en soi donner de l'argent contre de l'equity dans la boîte. Et effectivement, comme l'a dit Moulay, à la fin, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que la société prenne de plus en plus de valeur. Et donc, les actions qu'ils auront achetées, 10% de l'entreprise. Alors après, il y a des mécanismes de dilution, etc. Mais bon, ça, on va rester simple. Et ben, c'est 10%. Aujourd'hui, ils en valent 3 millions. Demain, ils en vaudront 30 millions et ils ressortiront avec plus à la fin. Voilà. Et il faut qu'à un moment, ce soit liquide, etc. Voilà, mais vas-y, je te laisse commencer à répondre, Régis, sur les questions, parce que je crois qu'il y a des questions intéressantes. Il y en a une que j'aime bien. Il y a Med les mecs Fortuné Jama qui demande quand peut-on dire qu'on est prêt à faire une levée de fonds? Voilà, celle-là, elle est bien. Là. J'aime beaucoup. C'est pour toi, Régis. Toi, tu dirais quoi, ça? Déjà, je pense que si tu as besoin d'argent pour développer l'entreprise, tu peux considérer la levée de fonds. Après, ça revient au même ce que tu as dit tout à l'heure, c'est est-ce que je suis en train d'envoyer le bon signal actuellement dans la poursuite de l'entreprise pour prétendre même à lever des fonds? Parce que n'oublions pas que c'est un processus qui prend quand même du temps. La levée la plus courte, en général, va te prendre autour de 4-5 mois, sinon beaucoup plus que ça, s'il y a des processus de diligence. Donc, c'est toujours essayer d'estimer si ça vaut le coup de se lancer dans ça ou est-ce qu'on doit pousser un peu pour être un peu plus attractif et envoyer un meilleur signal en fonction du type de levée qu'on veut faire. Donc, c'est vraiment évaluer tout ça, c'est de mettre tout ça dans la balance et se dire, OK, est-ce que ça vaut le coup maintenant d'y aller ou est-ce que j'attends un peu? Après, il y a un truc que YC dit, c'est qu'il faut toujours être en train de lever de l'argent quand tu n'as pas besoin d'argent, par contre. Amen. Pourquoi? Parce que
les investisseurs, en fait, je pense que c'est comme des requins. Bon, désolé, Axel. Mais ils savent sentir ça quand quand tu as cette peur de manquer de cash, tu vois, de finir ton runway, comme on le dit. Du coup, tu as moins de levier de négociation. Tu es pressé de clore le round et je pense qu'ils sentent ça, tu vois. Mais par contre, quand tu as tout le temps du monde, ça équilibre un peu les débats. Euh, et les levées de fonds, c'est quoi? C'est vraiment un marchandage. C'est de dire que moi, je pense que mon entreprise vaut 10 millions. Je donne 10% de cette entreprise à contre 1 million. Donc, c'est vraiment cette négociation-là. Et quand tu n'as pas les leviers pour être en position de force, donc tu n'as pas le bon signal, tu n'as pas les bons indicateurs de performance, tu n'as même pas le bon revenu, tu n'as pas la bonne équipe, tu as un coût d'argent, tu vois. Tout ça, c'est des leviers qui jouent contre toi. Donc, je pense que le but du game ici, c'est d'avoir le maximum de leviers pour toi et ensuite de te mettre dans le game de la levée de fonds. Comme ils disent dans les levées de fonds, bref, dans l'écosystème, si tu cherches, demande des conseils, tu obtiendras de l'argent. Demande de l'argent, tu obtiendras des conseils. En gros, c'est ça. Il ne faut pas chercher de l'argent, il faut chercher des conseils, toujours. Il faut essayer, effectivement, comme a dit Régis. Si tu es en mode à chercher des sous, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Même si tu as besoin de le faire en ce moment parce qu'effectivement, tu lèves des fonds. Donc, il faut essayer d'aborder. En telle boîte, j'aimerais des conseils. Ça, c'est la meilleure façon de se prendre. Moi, j'en ai de temps en temps sur LinkedIn, ils arrivent direct, boum, ils me sortent tout le truc, il n'y a même pas bonjour ni rien. Ça y est, on cherche tant, la valo, c'est tant, on veut tant. Et c'est bien sûr l'offre de l'année, quoi, ou l'offre du siècle, tu vois, le truc, les mecs, je ne les connais pas. Et c'est le truc, si je n'investis pas, genre, j'ai raté ma vie. Donc, non, ça, c'est la mauvaise approche. Le mieux, c'est arriver avec des conseils, discuter avec les gens. Encore une fois, tout ça, c'est une aventure humaine. Régis et Moulay, c'est des entrepreneurs. Ils sont là, ils existent. Vous pouvez leur demander des conseils. Peut-être que demain, ils deviendront business angel également, très certainement d'ailleurs. Régis, ils le sont déjà. Lui, il fait déjà ça. C'est un vrai gars, lui. Tu veux me mettre un quoi dans la sauce, quoi. Ah, mais gars, il faut que les gens sachent qu'il y a des choses qui se passent. Non, mais. C'est ce que tu disais. C'est ça. Je pense que pour l'Afrique francophone, et ça me fait tellement mal, et chaque fois que j'en parle, tu vois, ça me fait mal parce qu'il y a un manque énorme de early investing. Pourtant, il y a des gens qui ont vraiment de belles idées, qui ont de bons projets, et il n'y a pas d'argent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de faire des concours, tu vois, obligés souvent de prendre des prêts, tu vois, et c'est dommage. Je me dis que s'il y avait ce flux massif de fonds early stage, je pense que l'Afrique francophone serait déjà devant le Nigeria parce que le marché, il est beaucoup plus stable, je pense, que le Nigeria. Beaucoup plus de pouvoir d'achat comparé au Nigeria. Parce que là-bas, tu as une grande disparité. En fait, tu as des gens très riches, mais tu as des gens extrêmement pauvres aussi et tu n'as pas de middle class. Par contre, en Afrique francophone, tu as ça. Et tu as cette sorte d'homogénéité-là qui fait que tu peux même aller en Afrique centrale francophone et relancer les mêmes produits que tu as déjà lancés en Afrique occidentale, tu vois. Et voilà, je pense que ça va arriver. Ce qui s'est passé au Nigeria, c'est que tu as eu des premiers succès. Donc, tu as eu des gens qui ont cash out des startups, qui ont eu de l'argent et tout ça, et qui ont dit, OK, ce truc-là, ça marche. Donc, je remets 10 000 $, pardon, 20 000 $, 5 000 $ dans une boîte. Et ils s'en sortent encore. On a vu des exits récemment avec Paystack, où les gens sont sortis avec 200 millions. Et je pense que tout ce qu'il faut à l'Afrique francophone, c'est une première success stories. Et c'est pour ça que j'encourage Moulay à. J'adore. Je suis censé pour la population. Hé, frère. Régis, ce que je remarque, c'est que c'est vrai que dans l'écosystème anglophone, nous avons eu des succès, mais nous avons aussi eu de la connaissance. Nous avons eu des gens qui ont appris à leurs juniors à comment parler aux investisseurs, comment lever des fonds. Mais aujourd'hui, en Afrique francophone, les gens n'ont pas cette information. Je vois dans les commentaires, il y a des gens qui disent « Ah, mais nous, on cherche des business angels. » Et Axel le disait encore une fois, ce n'est pas la méthode. La méthode, ce n'est pas juste d'aller attaquer quelqu'un avec votre idée et dire « J'ai besoin d'argent. » Et tu vois, juste pour revenir sur ces histoires d'exit, pardon, oui, Paystack, c'est une exit qui a été rendue publique. C'est un bon niveau, même si pour moi, ils se sont sous-vendus
Et pourquoi? Parce que Stripe était déjà dedans. Donc, au C'était déjà final, ils ont un peu dicté les règles et tout le monde dehors et tout ça. Parce qu'ils auraient pu aller bien plus loin. Mais c'est déjà super, c'est des bons signaux et tout. Maintenant, sans les citer non plus, moi, j'ai vu des exits d'Angel qui sont rentrés dans des startups en Afrique francophone. Pareil, je ne rentrerai pas dans les détails. Et qui sont sortis avec des bons multiples en très peu de temps. Mieux que ce qu'aurait fait du rendement sur de l'immobilier, sur tous les fonds machin et tout ça. Donc ça existe, c'est possible, c'est tangible. Maintenant, comme vous le dites, tu vois, moi, à chaque fois que je reviens sur Abidjan, je rencontre voilà, des angels locaux qui aimeraient mettre de l'argent, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Et c'est justement, je pense, grâce à ce que vous faites là, avec Irawo, avec ses lives, que ça permet effectivement de dire aux gens, bah oui, c'est possible, parce que derrière, il y a des vraies personnes, il y a des vrais founders, il y a des vrais angels. Contactez-nous. Voilà, et je pense que Régis, demain, il saura vous dire, ou Moulay, sur quelle boîte potentiellement les prochains sur lesquels investir. Moi, si vous voulez investir avec moi, encore une fois, j'investis jamais tout seul, donc avec grand plaisir. Voilà. C'est quoi le ticket minimum, juste Axel? Que les gens se rendent compte, parce que je pense que c'est pas forcément très élevé. Les gens imaginent. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour moi, investir dans une startup, c'est juste faire une croix sur quelques semaines de vacances, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, c'est pas énorme. Donc, tu peux commencer à investir avec 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros. Avec 1000 euros, tu peux commencer à investir. Il faut que les gens comprennent avoir des vraies parts dans une vraie startup avec des vrais gars qui se défoncent tous les jours pour résoudre un vrai problème. Voilà. Tu vois, et ça, c'est excitant. On va faire très simple. Là, je suis chez mon ami qui a investi quand on a commencé, tu vois. Donc, lui, au jour d'aujourd'hui, et il m'a dit que je pouvais en parler, parce que j'en parlais avec lui tout à l'heure en disant que j'allais venir faire cet échange. Il m'a autorisé à en parler. Lui, il a investi quand on a commencé 3000 euros. On était tous juste, tu sais, on travaillait, quoi. Donc, c'était juste de l'argent qu'il a mis de côté, comme tu disais, pour des vacances au cas où. Il faut se dire que son argent, il a retiré x15 en 6 ans. Donc, tu vois, il a déjà cet argent-là. Et comme il dit maintenant, il me dit qu'il regrette d'avoir sorti son argent, qu'il aurait dû laisser pour payer les études de son fils. Bon, chacun ses problèmes, mais au moins, il a sorti l'argent. Moi, mon problème est là. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand tu dis ça, c'est important que les gens comprennent, oui, c'est possible. Et Régis a raison, on doit faire ce travail aussi, que les gens sachent que c'est possible, même avec des petits montants, c'est jouable. Par contre, il n'y a pas encore une formation Angel, mais dans le programme qu'on fait avec Irawo, une chose qui est importante pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de questions, là je regarde les questions depuis tout à l'heure, sur la valo, sur des choses qui sont des problèmes de riches. Ça, c'est après que tu arrives à ces problèmes-là. Non, mais vraiment, fais gaffe, hein, Régis, toi tu rigoles, mais c'est toi qui quand les gens vous entendent parler, tout le monde n'est pas à San. Hein. Il faut leur expliquer c'est quoi la vie, parce que tu peux optimiser. Non, après, nous, on n'a jamais parlé de valo, hein. Tu vas jamais voir votre valo quelque part. Non, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens pensent que, tu vois, quand tu disais tout à l'heure que vous avez fait YC pour optimiser la valo, les gens pensent que c'est quelque chose qui est, on va dire, un sujet dès le départ, quoi. Genre, tu peux te gérer là-dessus. Ouais, après, bon, je pense aussi qu'on a fait ça pour avoir accès au réseau, aux ressources. Exactement. Tu vois. Oui, mais tu as raison, la valo, c'est un problème de riche, en fait. C'est pas riche. Non, et vraiment, tu vois, là, pour moi, c'est important que les gens regardent. Ce programme d'Irawo, quand on l'a fait, l'une des idées sur laquelle Mylène a insisté, qui est important pour moi, c'est que les gens, ils posent la question, comment calculer ma valo? Mais il y a la réponse dans le programme. Il y a des articles qui donnent ces réponses-là. Tu as même des outils en ligne pour calculer ta valo selon les stages et ta croissance. Et on donne même la théorie, et Mylène m'a fait expliquer en détail quels sont les critères, donc la croissance, la taille de marché, blablabla. Tout ça est expliqué. Donc, ce que je dis aux gens, c'est ça, c'est pas les plus gros problèmes que vous aurez. Et c'est pas quelque chose en plus où on peut vous donner une réponse là comme ça, mais aujourd'hui, ça fait déjà 1 heure quasiment qu'on est en train de parler. On peut pas répondre à tout ça. C'est pour ça qu'il a fallu un programme. Je sais pas combien de temps il dure le programme au final, Mylène. Ça, je te laisserai le dire aux gens. Mais c'est long. Enfin, on peut pas vous répondre en 1 heure, tu vois, sur ces trucs comme ça. C'est pas là que c'est pas important. Hein. Il faut que les gens se rendent compte que ça va mettre du temps de répondre à ces choses-là, tu vois. Je pense que les gens ont l'impression des fois que nous, on répond à ce qu'on nous dit, à ce moment T. Mais il y a beaucoup de choses autour. Après, c'est une question légitime parce que c'est une négociation et tu veux savoir combien d'equity tu peux lâcher. Voilà, ça, c'est une question tout à fait légitime. Donc, je pense que c'est des questions que les gens doivent se poser. Et en l'absence de données, il n'y a même pas de données sur l'Afrique francophone. Il n'y a pas de benchmark. Tu vois. Par exemple, j'ai un club de Business Angels, on essayait de trouver la valeur pour une boîte dans laquelle on voulait investir. Il n'y avait aucune donnée. Tu vois. Et donc, c'est comme si, tu vois, il y a cette opacité-là sur tout ça.
Et ça profite à qui? Ça profite, je pense, à la personne de l'autre côté de la table, tu vois, pas aux Aux founders. investisseurs, bien sûr. Ouais, tu vois. Donc, cette Après, tu question vois, pareil sur les valos, je pense que vous avez bien géré donc avec Hassan sur Jamo parce que vous avez utilisé les bons leviers, etc. Mais tu vois, moi, j'ai beau être de l'autre côté de la table, j'ai, comme je disais, mis dans peut-être une 50aine de boîtes, Asie, Afrique, beaucoup. Et au final, à titre perso, voilà, je ne vais pas être forcément le meilleur lever en tant que founder. Voilà. Donc, ça va vachement dépendre. Ouais. Non, mais ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre encore une fois, du secteur dans lequel tu vas être, de la période, des gens que tu vas avoir en face, de tout un tas de choses. Mais tant que tu es content avec ce que tu as fait, tant que ça te convient et que ça te permet d'aller à l'étape suivante, voilà, c'est le principal. Moi, j'ai vu plein de gars, ils ont des valos de fou, mais si au final, derrière, c'est pour tomber et puis après, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Non, le but, c'est, encore une fois, on est tous là pour créer des boîtes. Il ne faut pas oublier que dans le fond, c'est créer des boîtes qui répondent à un vrai problème, qui apportent une vraie solution à un vrai problème et qui soient transférables à quelqu'un d'autre demain. Et c'est là où elles auront de la valeur. Si c'est transférable à quelqu'un, ben voilà, ça a de la valeur. Sinon, si c'est juste pour faire un coup, bon, c'est une autre stratégie, mais en tout cas. Je pense qu'il y a une question assez intéressante là que j'ai mis sur l'écran. C'est aujourd'hui, tu as une très bonne connaissance du marché. Quels sont les VC et les private equity funds les plus présents sur le marché? Mais ils ne suivent pas Axel, il faut suivre Axel. Enfin, il fait des jolis petits. Il nous faut des belles praises et tout. Voilà, avec des petits graphes. Alors, tu vois, pour répondre à ça, je vais faire un truc, ça va être très, très simple si ça vous va. Je vous fais un petit graphe comme ça la semaine prochaine. Boum, les top VCP sur les startups en Afrique francophone. Voilà. Hop, terminé. La question répondue. Voilà. Il n'y aura pas les contacts en direct. Après, vous allez sur leur site, vous prenez les emails. Et voilà. Et voilà. Tac, ça c'est fait. Et puis après, et ça c'est intéressant parce que du coup, justement, dans le programme qu'on a fait avec Irao, moi je donne ma liste d'investisseurs. De pas que ceux qui ont investi chez moi, mais tous ceux que moi j'ai identifiés qui pourraient investir en Afrique francophone. Parce que le danger, c'est que des fois, tu as des gens, ils n'ont jamais investi directement, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés. C'est-à-dire que tu as des gens qui, par définition, ont investi en Afrique anglophone, par exemple, qui viennent me voir souvent, moi, pour me dire, j'aimerais bien faire de l'Afrique francophone. Je parle à qui? Mais je sais pas quoi et ils ne savent pas faire, tu vois. Ils ne sont pas visibles. Donc, Régis a raison, il y a une opacité dans les deux sens, sur la valo pour l'entrepreneur, mais pour les deals, l'investisseur, lui, son problème, c'est comment on sait que tu peux venir me voir. Ouais. Donc, c'est notre débat. Et c'est pour ça, d'ailleurs, oui, vas-y, Axel. Régis, t'inviterai à partager, si tu le veux ou si c'est possible, le deal sur lequel tu es. Je suis ravi de, voilà, le voir. C'est ça qu'on aime. Ça, et des deals, là. Dans la danse. Lequel des deals en tant qu'angel? Ouais, exactement. Tu me disais, là, tu étais en train d'aider une boîte à lever des fonds, etc. Donc, mais tu savais pas trop. Non, je dis que je fais partie d'un réseau de business angels. Il y a quelques mois, justement, on voulait investir dans une boîte. Je ne suis pas sûr que je peux en parler, mais on n'arriverait pas à trouver les données. Bon, malheureusement, je ne peux pas dire le nom de la boîte. Oui. Pas, mais Axel veut que tu lui envoies ça. Partager. Voilà, Axel veut que tu lui fasses la passe D, tu vois. Passe décisive. Bien sûr, sans problème. Voilà. En plus, c'est une super boîte. En plus, tu vas aimer, je pense. Tu vas voir. Voilà. J'aime bien cette question-là. Que pensez-vous du marché de l'exit en Afrique francophone? Fusion et acquisition par qui? C'est une très belle question. Je pense, un mot qui me revient à l'esprit, c'est la hype. On a évoqué ce mot tout à l'heure là. Je pense que ça, c'est dangereux pour le marché francophone. Je pense qu'il faut garder les pieds sur terre. Pourquoi la hype va nous emmener vers des valorisations qu'on ne pourra pas justifier plus tard et on n'aura pas de sortie, je pense, de port de sortie, parce que ce sera très difficile pour des boîtes de venir acquérir des entreprises à ce genre de valeur. Et je ne pense pas que même quand tu vas aller sur le marché de l'IPO, tu vas pouvoir justifier ces valeurs-là si tu n'as pas les pieds sur terre, tu vois. Dieu merci, la situation du macroéconomique, contexte global fait qu'on nous ramène un peu plus vers des sujets de rentabilité et moins de hype. Mais je pense que pour l'Afrique francophone, c'est important qu'on fasse notre homework et qu'on s'assure qu'on est en train de construire des entreprises très, très solides, tu vois, sans hype, tu vois, et qui créent vraiment de la valeur. Je pense que ça, c'est très important. Donc, pour répondre à la question, je pense de façon réaliste, c'est forcément des exits. Peut-être de la part de corporate qui voient aux jeunes startups le futur.
je ne suis pas sûr aujourd'hui que nos marchés soient structurés pour accueillir des startups technologiques avec ces valeurs-là. Par contre, on peut très bien voir justement des grands groupes corporate racheter des petites boîtes, des petites entreprises, pour se dire, OK, ça, c'est l'avenir de notre boîte en tant que corporate, la startup, c'est l'avenir de notre boîte. Et voilà, on mise tout dessus voilà, pour que vous développiez le produit du futur. Là, je ne sais pas ce que tu en penses. Peut-être que toi, tu veux faire une IPO. Ah, oh Seigneur, tu me poses des grandes questions existentielles un dimanche comme ça. On pourrait en parler longtemps, mais pour répondre à la question, pour moi, l'exit, c'est un peu comme la valo, hein. C'est une question d'opportunité, un, et deux, de timing. Ça dépend de ce qui se présente et de ta conjoncture à chaque moment. Les gens négligent, mais tu sais, la startup, c'est une aventure. Et oui, tu as des moments qui sont plus ou moins adaptés. Et en ce moment, oui, c'est l'hiver. Tu sais, dans la cigale et la fourmi, là, la bise fut venue. Clairement, la bise est forte et souffle fort sur tout le monde. Donc, c'est pas exactement le moment où tu penses au printemps, mais si tu as été une bonne fourmi, tu t'en sors plutôt pas mal. Donc, je pense que l'une des questions qui, moi, m'intéresse quand je vois les questions d'exit autour, c'est vraiment, il faut pas attendre d'y arriver pour se poser les questions. Il faut juste être toujours conscient de ce qui se passe autour de soi et entretenir une connaissance entrepreneuriale de l'écosystème qui permet que tu puisses avoir de l'opportunité. Tu vois, ce qu'on fait aujourd'hui, se rencontrer, discuter, tout ça, ça donne des idées, ça donne des idées aux autres. Donc, moi, je pense que typiquement, il y a un besoin comme ça de ces échanges-là. Juste pour savoir s'il y a plus d'exit, il faut juste plus de gens qui sont en situation qui en parlent autour d'eux. Moi, j'en parle des fois avec Régis, je lui dis voilà où j'en suis. Il me dit ah, mais tu devrais peut-être regarder ça, faire ci. Et c'est ça qui nous permet de derrière nous tenir au courant. Je pense. Après, je pense qu'il y a une prise de private equity aussi pour les entreprises américaines. Donc, juste pour répondre à la question, oui, je verrais très bien des private equity acquérir des boîtes. Ouais, si tu réussis à être profitable, les pays, c'est ce qui a été le plus souvent d'ailleurs dans la région. Ouais, c'est ça. Depuis, vous parlez de l'hiver et je pense que à part les gens qui sont dans l'écosystème, il n'y a pas une véritable compréhension sur ce qui est en train de se passer. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait expliquer, parce que je crois que c'est très important, et ça revenait justement à ce que tu disais, Régis, sur le fait que le focus aujourd'hui est mis sur la rentabilité plutôt que sur la valorisation. Et est-ce que, enfin, je pense, Axel, tu peux nous expliquer un peu l'hiver en ce moment? En fait, vas-y, Axel, vas-y. Non, pardon, au final, l'hiver, en fait, tout le monde le ressent un peu, hein. Qu'on soit consommateur, citoyen de quelques pays que ce soit dans le monde ou dans cet écosystème startup, tout le monde sent qu'en ce moment, c'est un peu chaud. Les taux d'intérêt montent, donc l'argent coûte plus cher, les produits coûtent plus cher, hein, il y a de l'inflation. Et au final, dans le monde des startups, c'est en fait la même chose. L'avantage et l'inconvénient de l'Afrique, c'est que c'est, moi je l'appelle un peu la dernière frontière au niveau de ce qui se passe dans la tech, dans le monde, puisqu'au final, la tech dans le monde, ça a d'abord été les US, l'Amérique du Nord, l'Europe, puis à un moment, tout le monde s'est mis sur l'Asie, tiens, c'est vrai, il y a l'Asie, il y a beaucoup de monde, etc. Puis après, il y a eu l'Amérique latine aussi, parce que c'est voilà, juste proche d'Amérique du Nord, etc. Et puis après, tout le monde s'est rendu compte, ah tiens, il y a l'Afrique, et l'Afrique, le 21e siècle, ça va être le siècle de l'Afrique, hein, de par la démographie, le dynamisme, etc. Donc voilà, l'investissement dans les startups en Afrique, ça a suivi un petit peu tout ça. Ça a explosé ces dernières années. Et le best ou le pire, hein, à la fois, ça a été 2021 et 2022. Pourquoi ? Comme disait effectivement Régis, il y a eu beaucoup de hype. Hein, donc, FinTech nigériane YC, là, c'est bon, tu cartonnais tout, tu étais en pré-seed, il n'y avait rien, tu étais à 30 millions de dollars de valo sans rien. Et il y en a, ils se sont plantés vous direct. Vous n'êtes pas gentil. Oh là là, laissez nos frères ramasser l'argent. Pas tous, il y a eu plein de belles histoires, mais il y a eu quand même des histoires comme ça. Alors, ce qui était bien et pas bien, certes, ça a permis d'attirer du monde et tout ça. D'un autre côté, ça met un peu de l'ombre sur tous les autres marchés qui, voilà, avec des gars comme vous qui montaient des trucs top, ça cache un peu tout ça. Aujourd'hui, c'est effectivement l'hiver, mais je pense qu'encore une fois, ça va apporter plein de bonnes choses. Pourquoi ? Parce que ça va apporter du rationnel. Donc, au final, les investisseurs, etc., vont plus se baser sur des choses tangibles. Est-ce que tu as un produit ? Est-ce que tu as des clients ? Est-ce que tu as de l'attraction ? Est-ce que tu as des revenus ? Est-ce que tu arrives déjà à résoudre des problèmes ? Est-ce que tu as des licences ? Quand tu es en fintech et que tu n'as pas de licence, c'est pas top. Et des fintechs sans licence, il y en a eu des tonnes et qu'on devait des sous. Bref.
toutes ces choses-là. Donc, au final, encore une fois, il faut voir ça comme une bonne chose. Hein. C'est comme quand je trouve que, dans le fond, même en tant qu'entrepreneur, c'est quand tu n'as pas de sous que tu arrives à faire des choses parce qu'effectivement, tu arrives à trouver des idées pour justement gagner de l'argent. Voilà. Mais à titre perso, je pense que c'est assez vite pareil. Hein. Quand on n'a pas d'argent, on arrive à essayer de trouver les moyens de faire un petit métier, trouver des choses pour gagner et aller à l'étape suivante. C'est à peu près la même chose qui se passe dans l'écosystème des startups au final. Je me rends compte que l'une des vidéos de Moulay qui a le plus fait le buzz, c'est lorsqu'il disait que l'investisseur ne va pas venir investir dans ta boîte si tu n'as pas de traction à montrer. Et je crois que la question des tractions, les gens ne le comprennent pas. Ils se disent forcément, comment est-ce que je fais si à la base, je dois acheter des machines, si je dois acheter des terres, si je dois faire ceci, faire cela. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus l'idée de la traction et en quoi est-ce que c'est important pour les investisseurs? Franchement, je pense que Régis, dans de l'histoire que tu as expliqué sur YC, vous avez eu le meilleur exemple. YC vous a quand même dit, pendant 1 mois, ils veulent suivre votre traction. Ouais, en fait, on avait ce produit-là qui disait on veut en griffe changer un peu les choses, mais ils n'étaient pas sûrs qu'il y avait le marché pour ça, ou même que ça allait intéresser quelqu'un, tu vois. Et donc, ce qu'ils voulaient, c'était juste montrer nous que certaines personnes seraient intéressées par ce produit-là. Et puis, on voulait s'entrer dans le club, quoi, tu vois. Donc, le mois qu'ils nous ont donné, je ne pense pas avoir dormi plus de 4 heures pendant ce mois-là. Amen. On était partout. Moi, j'étais dans tous les supermarchés, je partais partout dans les entreprises. Je faisais acheter la carte à mes amis, à tout le monde, tu vois, à Sainte pareil. Toutes les entreprises en un partaient vendre la carte, tu vois. Et on a eu cette traction-là. C'est quoi? C'est qu'on a montré en fait qu'il y avait des gens qui étaient potentiellement intéressés pour acquérir le produit. Et tout ce qu'il fallait, c'était un peu plus d'argent pour faire un peu plus de marketing, développer le produit et le truc allait commencer à tourner. Donc, c'est ça l'attraction, c'est de montrer que qu'il y a des gens qui veulent ton produit, tu vois. Maintenant, quelle est la taille de l'attraction nécessaire? Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de la taille de ton marché, ça dépend de ton produit, ça dépend de la capacité à distribuer le produit facilement, tu vois. Mais c'est juste commencer à avoir ses premiers clients, hein. C'est ça qu'on appelle vraiment l'attraction. Et pour ça, normalement, tu n'as pas besoin de beaucoup de moyens. Normalement, si ton produit est vraiment pertinent pour le marché, tu peux commencer à avoir tes premiers clients. Mais vous, par exemple, si mes souvenirs sont... Je sais que moi, tu sais que moi, j'aime donner des chiffres aux gens, mais je sais que, par exemple, vous, rien que votre liste d'attente que vous aviez sur Jamo était de quoi? Vous aviez 50 000 personnes en liste d'attente, non? Quand vous êtes allé voir YC ou un truc comme ça, non? Oui, mais on n'avait pas encore commencé à distribuer la carte. Mais rien que ça, c'est une preuve de traction. Oui, en fait, si tu veux, à l'époque, on a eu un souci avec les fournisseurs et on n'avait pas la carte, tu vois. Et justement, la liste d'attente, c'était pour prouver un peu à YC qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par le produit. Mais ça ne suffisait pas à YC, tu vois. Ils disaient, non, en fait, c'est juste une liste d'attente. Est-ce que quand vous allez lancer le projet, vous allez pouvoir distribuer la carte, vous allez pouvoir la livrer, les gens vont payer pour ça, tu vois. Ça, c'est très important. Est-ce que les gens vont payer pour ton produit? Parce que, in fine, c'est ça l'équation. La taille de ton marché, c'est de dire qu'il y a quelqu'un qui va payer 5 000 francs pour ça, multiplié par 1 million de personnes, ça fait 5 milliards, tu vois. Tant que c'est gratuit, ça marche, mais quand tu commences à mettre un prix dessus, est-ce que ces personnes sont toujours là ou bien est-ce qu'elles sont aux abonnés absents? Et la liste d'attente, en fait, on l'a fait pourquoi? On l'a fait un peu pour optimiser parce qu'on ne voulait pas attendre justement des mois avant d'être prêt. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste mis la proposition de valeur sur Internet. Et ça, c'était vraiment un hack, quoi. Et on a fait énormément de hype là-dessus, sur ça. On changeait tout, sans frais, gratuit, tu vois, énormément de hype. Et on a dit qu'est-ce que le produit allait être, tu vois. Et pour nous-mêmes, c'était un moyen pour nous de tester si les gens allaient être intéressés par ce produit-là et commencer à récolter les premiers feedbacks. Donc ça peut être un hack pour les entrepreneurs. C'est de ne pas attendre forcément que tout soit prêt. Voilà, exactement, que l'argent soit prêt, tu vois. Souvent même, c'est ça, c'est fake it until you make it, toi, tu vois. C'est de à parler aux utilisateurs et de leur dire, OK, voici le produit que je veux construire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez aimer? Est-ce que vous n'allez pas aimer? Jusqu'à ce que tu sois prêt, éventuellement, pour lancer le produit. C'est ce que nous, on a fait, en fait. Vraiment ça. Et je pense que, juste Axel, est-ce que tu peux témoigner que, moi, en tout cas, de mon impression, après, je ne suis pas un investisseur, mais ton avis m'intéresse beaucoup parce que mes investisseurs me disent beaucoup ça, c'est que l'erreur qu'ils voient le plus fréquemment, c'est les gens qui viennent leur voir en leur parlant d'idées, mais qui n'ont aucune traction, qui ne savent pas montrer que le marché veut leurs produits. Et qu'en fait, c'est un truc qui beaucoup, et c'est ce que du coup Irao m'a fait réaliser, qui était pour moi assez évident, mais est-ce que toi, en tant qu'investisseur, c'est vraiment fréquemment que les gens viennent te parlent de l'idée, mais quand tu leur demandes c'est quoi ta traction, ils ne savent pas forcément la montrer, la prouver?
Ouais, il y a ça. Et puis au final, les gens s'attachent beaucoup au principe de l'idée. Alors qu'au Exact. final, une idée, ça vaut rien. Tout est dans Amen. l'exécution. Tout est dans l'exécution. Donc, tu as un peu toutes ces histoires j'aime bien les proverbes au final. Va chercher des conseils, tu auras de l'argent. Va chercher de l'argent, tu auras des conseils. L'idée ne vaut rien, tout est dans l'exécution. Ou mieux vaut avoir une idée de merde, excuse-moi, avec des bons founders que des founders de merde avec une superbe idée. Voilà, si tu as tout ça entre guillemets en tête, entre guillemets, tu es prêt pour te lancer dans le grand bain, mais voilà, Mais les gens ne effectivement, le savent pas. Mais tu vois, Ouais. ce que Régis vient de raconter pour ceux qui nous écoutent, c'est un très bel exemple. Ils avaient quand même réussi à avoir une liste d'attente de 50 000. Moi, votre liste d'attente, moi, j'étais fan. C'est comme ça que j'ai entendu parler de vous. J'ai vu la liste d'attente, mais l'expérience de votre liste d'attente était incroyable. Avec un petit numéro où on te disait, tu seras le combienième à l'avoir. Est-ce que tu veux augmenter ton niveau en ramenant d'autres personnes, etc., etc. J'ai vu beaucoup de listes d'attente, mais la vôtre, En fait, la liste d'attente, c'était un produit. C'était notre premier produit. Et rien que ça, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est ça qu'il faut que les gens réalisent. C'est ça qu'on attend d'un founder. C'est de créer des choses qui prouvent que le marché le veut, même avec 0 €. Et là, tu as donné un bon exemple. Ça ne suffisait même pas à YC. Vous êtes allé après, pendant un mois, faire le tour d'Abidjan pour convaincre. Moi, ce que je dis souvent aux gens tout à l'heure, j'ai vu que Marilyn a repris l'exemple dont j'ai parlé publiquement de Thierry Petit, qui 3 fois d'affilée, je suis venu pour essayer de le convaincre d'investir. Il m'a dit non. Mais pour finalement le closer, la croissance que les gens doivent avoir, et j'en parle longuement dans la formation, c'est voilà, bon, tu vois, Pharmap, voilà, Anoura, bon, voilà une des startups que moi j'aime beaucoup en ce moment. Elle, par exemple, vous voyez, tu vois, typiquement, ce qu'elle vient de mettre là, c'est un très bel exemple de traction. En 6 mois, elle a multiplié par 15 le nombre de users et par 20 le nombre de requêtes traitées par jour. Eh bien, tu vois, elle, Anoura le sait, je lui ai fait l'introduction à une dizaine d'investisseurs la semaine dernière, sans rien lui demander, juste parce qu'elle a été capable de me montrer, bon, déjà, en plus, sur son marché, elle fait de la pharmacie, les docteurs, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En plus, elle a fait un média sur le sujet qui marche bien, qu'est-ce que tu veux que je raconte? Tout colle. Et donc, du coup, j'ai pas eu besoin de longtemps pour la présenter vite aux gens. Parce qu'en fait, c'est ça qui manque à beaucoup de gens, c'est qu'ils ne savent pas faire en une phrase comme ça l'explication pure et pratique de la demande du marché. C'est ça l'attraction. Et donc, c'est souvent ce qui me manque. Quand tu vois ça, bon, je pense que même toi, Axel, quand tu vois ces petites phrases-là, est-ce que ça ne te titille pas? Est-ce que tu ne te dis pas je vais rentrer en contact direct et puis on va. Voilà, c'est ça qu'on veut. Merci, Axel. Voilà, c'est ça qu'on veut. Non, mais, et vraiment, c'est ce que je pense qui. Dans le programme qu'on a fait avec Kirao, franchement, il y a beaucoup de choses, honnêtement. Et ça, c'est typiquement l'une des 5 clés, je pense, qui est les plus dures pour les gens. Il y a l'équipe, bien sûr, que les gens ont beaucoup de mal à comprendre. On a passé un peu de temps dessus. Il y a est-ce que je suis prêt pour investir? Est-ce que je suis adapté au type d'investisseur que je veux? Ça, on en a parlé longuement. Mais il y a l'attraction, que beaucoup de gens ne comprennent pas, qui est difficile à mesurer. Donc, dans le programme, on a mis tous les articles qui expliquent. Bon, on a mis l'article Growth, Startup égale Growth de tonton Paul Graham de YC, le Saint-Père de YC, qui dit faut faire 5% de croissance composée par semaine. Donc 20% par mois, x2 tous les 6 mois et x10 tous les ans. Voilà. Donc ça, c'est le truc classique. Donc tu vois, c'est cadeau pour... Vous n'avez pas besoin d'aller dans le programme pour savoir ça, mais il y a plein d'autres choses à savoir sur l'attraction. Et après, le 4e point, là, je vois souvent la question qui revient, c'est les gens demandent un peu comment convaincre. Et ça, je pense que c'est un truc qui est abordé dans le programme où je rentre en détail une fois que j'ai donné ma liste d'investisseurs. Une fois que tu as le bon produit, l'attraction, la bonne équipe, après, il y a une méthodologie. Donc, je ne sais pas si toi, Régis, quand vous êtes en levée, les gens ne se rendent pas compte, mais quand tu es en levée, il y a un tempo à créer. Il faut que tu donnes l'impression... alors, ce n'est pas, comme dit Axel, en envoyant un mail en disant c'est la meilleure idée de tous les temps. Non. Il faut que tu crées par des outils pratiques. Donc, j'ai parlé, par exemple, dans le programme des Rolling Safe, donc de la façon dont tu peux lever de l'argent au fur et à mesure avec des valos croissantes selon à quel point les gens viennent vite investir, pour leur donner des raisons d'agir vite, pour closer ton deal plus vite et avoir un meilleur round. Et j'ai parlé, par exemple, du fait que le pitch deck n'est pas l'alpha et l'oméga. Par contre, le blurb peut l'être. Parce que pour beaucoup de gens, ils ne savent même pas c'est quoi un blurb, et ça, on en parle dans le programme. C'est comment tu réussis en quelques mots, en quelques phrases, à donner envie à l'investisseur de un rendez-vous, de passer du temps avec toi. Il y a une question qui est passée très rapidement, mais je veux revenir sur ça parce que c'est très important pour Axel et toutes les personnes qui aujourd'hui dans ce live ont les moyens d'investir dans les startups.
la question qui est revenue le plus, c'est comment font, où est-ce que vont les gens qui ont les moyens d'investir? Est-ce qu'il y a des plateformes? Comment investir? Il y a plein de trucs. Il y a pas mal de plateformes. Le but, c'est de se renseigner avec d'autres qui le font déjà et savoir comment ils le font. Voilà, donc après, il y a des plateformes qui permettent de le faire pour avoir des tickets relativement faibles, 500, 1000 euros. Aux États-Unis, une des grosses plateformes s'appelle AngelList. Sur l'Afrique, il y a les mecs de Daba Finance qui font le même genre et honnêtement, c'est vrai que c'est bien fait et c'est clean. Après, je n'ai pas trop essayé les autres. Et sinon, c'est d'investir avec d'autres angels. Donc, et comment ça s'appelle? Donc, quand tu investis à plusieurs, en groupe, on se met à 20 pour faire 100 000 euros, par exemple. Et 100 000 euros, c'est un bon ticket parce que ce qu'ils ne veulent pas, les entrepreneurs, c'est avoir 20 gars avec leur nom, un par un. Voilà, si possible, ils ne veulent pas les avoir 20 sur le tour de table. Donc, ils veulent avoir une entité, et ça s'appelle un SPV, Single Purpose Vehicle. Voilà, donc il y a 20 personnes qui mettent dans une entité dédiée, généralement aux US, ça ne coûte pas très cher. Et cette entité dédiée investit tout l'argent dans la startup en question. Voilà, c'est simple, c'est safe, on est à plusieurs. Encore une fois, la meilleure recommandation, c'est d'investir à plusieurs. Je vois qu'il y a l'ami Nelson qui fait de la promo pour autrui, là, au club. C'est quoi ça encore? Ah, Nelson, au lieu de faire la promo des trucs, on n'a pas un club en Côte d'Ivoire des investisseurs, là, lui, vraiment. Non, mais Il y a le CIBAN en Côte d'Ivoire. Oui, mais ça, c'est très intéressant par contre parce que c'est pour la diaspora et ça te projette sur toute l'Afrique. Donc, faut quand même regarder ça. En Côte d'Ivoire, tu as le CIBAN. C'est dans ce club-là que je suis, qui fait partie Côte d'Ivoire Business Angel Network, pour ceux qui cherchent. Business Network, qui fait partie du ABAN, qui est le African Business Network Angels. Et je crois qu'il y a un autre club, j'ai oublié le nom, Business Ivoire, j'ai oublié le nom. Mais c'est des trucs qu'on peut trouver facilement sur Google en cherchant. Et puis, il faut aller aux événements de start-up aussi. Il faut aller rencontrer des gens, faire du réseautage, essayer de voir qui investit dans quelle start-up et peut-être comme ça parler à ces personnes-là qui vous donnent les bons tuyaux. Mais il y a énormément de manque d'investissement early stage. Donc, je pense qu'il faut créer ces plateformes d'échange entre ces deux parties, Startup et Business Angels. Je pense, pour faire un peu la promo de Hope Club, ça a été lancé par un Stripe, Paystack, qui est un Togolais à la base et tout, et qui justement va permettre aux ex-employés des grandes startups ou encore aux personnes qui en ont l'argent justement d'investir sur des boîtes. Je pense qu'ils ont récemment, en fait, parmi le portfolio qu'ils avaient, il y a eu plein de boîtes qui sont passées par le Google Fund. Et si vous allez sur LinkedIn, je pense je recommande. Ok, très bien. Mais écoute, pour ceux qui cherchent à mettre leur argent, venez, hein, vraiment. Les gens ont besoin de vous, donc mettez l'argent. Alors, je pense, juste avant qu'on aille sur cette question, depuis Moulay, on parle beaucoup du programme qu'on a lancé. Est-ce que en quelques mots, est-ce que tu peux expliquer ce programme-là et dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu le considères comme quelque chose de très important dans l'écosystème? Bon, je pense que l'étendue des questions et la variété dans nos réponses font le travail d'elles-mêmes. En fait, pour moi, le sujet, c'est que la levée de fonds, c'est un sujet trop vaste et trop spécifique pour que vous espériez en 1h30, même 2 heures à nous écouter, avoir vos réponses à votre cas spécifique. Il y a du travail dans tous les cas. Par contre, ce qui me manquait, c'était de l'information et de la structure. Et Irao a fait l'effort de m'aider à structurer mon expérience, certes, mais aussi énormément de knowledge. Donc, j'ai donné mes différents pitch decks pour toutes mes levées. J'ai donné vous avez accès à mes listes d'investisseurs, vous avez accès à énormément d'outils pratiques, mais surtout, vous avez accès à toute l'information découpée de façon, pratique. Donc, vous allez étape par étape. Ce n'est pas tout d'un coup, idéalement. Et en plus, vous n'êtes pas seul. Donc, vous êtes accompagné et avec des entrepreneurs. Et j'aiderai aussi dans le programme, du coup, à faire des retours et des feedbacks concrets. Donc, pour ceux qui se posent la question, j'ai vu des fois la question de comment nous joindre. Pour moi, en tout cas, la meilleure façon de me joindre, c'est déjà de faire le programme. Très simplement. Parce que pour moi, à part si vous êtes Anoura là, de Farmap, qui, elle, manifestement, j'avais rien à lui apprendre. Donc, dès qu'elle est venue, j'ai pu l'aider directement. Si vous voulez savoir, même si vous êtes prêt, il faut faire ce programme. Pour moi, c'est à toutes les étapes. Que vous soyez prêt à lever des fonds, que vous y pensiez ou que vous vouliez le faire un jour, faites-le parce que pour peu d'argent et avec un peu de temps, vous allez avoir des réponses très, très, très pratiques pour exactement savoir où est-ce que vous en êtes et comment y arriver. Parce que tel que ça a été construit, l'idée pour moi, c'est que même si vous n'y êtes pas encore,
vous savez au moins maintenant exactement quel est le langage à adopter, quels sont les outils à avoir. Même quand vous allez vous poser la question, est-ce que j'ai un bon cofondateur, est-ce que j'ai la bonne équipe, il y a un module là-dessus. On vous dit comment évaluer votre équipe. On vous dit comment évaluer votre pitch. On vous dit comment évaluer votre stratégie de levée de fonds. Et on va jusqu'à la valo. Donc, pour ceux qui posent des questions sur la valo, à la fin, je réponds même aux questions de comment on calcule la valo, comment on la négocie, quels sont les termes importants quand on a un investissement ou pas à regarder, ceux qu'il ne faut pas négliger pour ne pas se faire avoir demain ou ceux qu'il faut vraiment laisser passer parce que ce n'est pas important. Et on parle aussi de salaire. Je pense que le dernier module, parce que je sais que c'est une question pour beaucoup de gens, c'est est-ce que ça change votre vie? Est-ce qu'en vrai, votre vie au jour le jour change? Et comment on fait pour pas juste souffrir éternellement pendant des années à créer une startup et ne jamais en voir le fruit? Donc, il y a différentes façons d'en voir le fruit et c'est expliquer aussi comment on s'organise pour voir le fruit d'une levée de fonds et de la croissance d'une startup. Après, chacun en fait ce qu'il peut, encore une fois. Donc, pour moi, c'est ça l'idée, c'est que les gens puissent avoir toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Tout y est. Donc, comme il dit, ça fait plusieurs heures la formation. Et c'est ce qui est bien, c'est que là, on ne peut pas, malheureusement, en 1 heure, 1 ou 2 heures, répondre à tout le monde. Mais là, dans la formation, c'est tout y est. Le coût du programme, quelqu'un demande. Donc, ça, c'est pour toi, notre chère Mylène. Je crois que là, il y a une petite promo, là. Donc, dormez pas, hein, les gens. Oui, donc déjà, j'aimerais un peu expliquer le principe d'Irao parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints qui ne nous suivaient pas à la base. Donc, Irao, c'est une plateforme qui, aujourd'hui, va vous rendre accessible l'expertise des meilleurs entrepreneurs et experts de l'Afrique. On a remarqué qu'aujourd'hui, sur le marché, on a beaucoup de gens qui réussissent, mais qui ne transmettent pas. Donc, par exemple, des gens comme Moulay qui ont réussi de grandes levées de fonds, qui aujourd'hui, je ne le souhaite pas, mais qui décide par exemple de partir à l'extérieur et d'aller donner son expertise sur d'autres marchés, c'est une grande perte pour l'Afrique. Pourquoi est-ce que des gens comme lui ne se posent pas et transmettent cette information et aident beaucoup plus de startups à avoir le même type de succès? Nous l'avons fait avec Nana Was, Maureen Haïté, nous l'avons fait avec Paola Audrey, Stevie Wallace, pour ceux qui les connaissent. Mais nous le faisons aujourd'hui et c'est une première dans le domaine de la levée de fonds, de la tech, du numérique, pardon. Et aujourd'hui, ce programme, il est plutôt complet et il va aller sur 4 semaines. Donc, pendant 4 semaines, vous aurez tout le volet accompagnement, mais aussi le volet pratique. Parce que la différenciation d'Irao sur le marché aujourd'hui, c'est que sur les autres plateformes, vous allez vous faire submerger par énormément de contenu. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous ayez des résultats. Donc, à la fin de ce programme, ceux qui ne savent pas, qui sont faits pour la levée de fonds, auront une idée claire de ce qu'il faut pour faire ce cheminement-là. Ceux qui s'apprêtent à une levée de fonds dans les 6 prochains mois, dans les 3 prochains mois ou l'année prochaine, auront tout ce qu'il faut en termes de structure, en termes de pitch deck, parce que Moulay sera là à chaque étape, il va être présent, on aura des sessions de pitch, vous pourrez discuter avec lui, lui poser de véritables questions, parce que ce que je remarque, c'est que la plupart de vos questions, ce sont des questions qui vont aller au cas par cas. On ne peut pas donner une réponse qui va satisfaire à chaque startup ici. Mais par contre, dans le programme, on va prendre plus de temps. Le programme va démarrer très bientôt. Il y a juste 15 places disponibles parce que nous voulons à tout prix vous donner le care et l'attention nécessaires. Donc, en ce moment, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, j'ai mis le lien dans le chat, mais n'hésitez juste pas à aller sur le programme. Nous sommes en train de faire une promo. Le programme, il a 450 000 et Moulay m'a dit la dernière fois que ce n'est pas un bon prix et qu'il prouve que je suis en train de brader son expertise. Et mon temps, j'ai précisé et mon temps, parce que soyons précis, ça va me prendre beaucoup de temps d'aider les gens, donc normalement, je ne passe pas autant de temps sur quelque chose qui est aussi peu valorisé. Mais, comme elle a dit, c'est une première, c'est nécessaire, donc oui. Aujourd'hui, il paye combien là? Parce que là, on a fait beaucoup de pro dada, mais c'est combien là pour qu'il puisse vider mon cerveau et m'avoir à volonté là? Ok, donc le programme en ce moment pour la première cohorte, il est à 450 000 francs. On est en train de faire une promo pour les 5 premiers inscrits, c'est à 370 000 francs CFA. Donc, c'est quand même beaucoup. Désolé, Moulay. Mais si vous êtes... okay. Non, mais il n'y a pas de souci. En fait, si les gens pensent que 370 000, c'est beaucoup pour pouvoir lever des millions, il n'y a pas de problème. Vraiment, ils n'ont qu'à laisser. Et surtout, le plus important, c'est ce qu'il faut qu'ils valorisent, c'est le temps qu'ils vont gagner. Je garantis qu'ils vont gagner au moins une année de leur vie et des nuits et des soirées de souffrance qu'ils vont gagner dans tous les cas. Il n'y a aucune chance que quelqu'un paye 370 000 ou 450 000, fasse ce programme et après ne sache pas exactement quoi faire et comment. C'est ça que je peux garantir. Maintenant, si les gens pensent que, bon, 370 000, c'est cher pour s'épargner 5 ans de souffrance comme je l'ai fait, il n'y a pas de souci. On n'a pas la même valorisation de notre vie, alors il n'y a pas de problème vraiment.
L'autre question aussi, c'est est-ce que le programme sera en live access? Donc aujourd'hui, quand vous faites les cohortes, il faut savoir que nous fonctionnons sur une logique de cohorte. Vous commencez au même moment avec un certain nombre d'entrepreneurs, comme on l'a dit, donc vous n'êtes pas du tout seul. Et vous allez au fur et à mesure travailler sur votre structuration, travailler sur votre levée de fonds, préparer votre levée de fonds. Et à la fin du programme, vous avez toujours accès justement au contenu. Mais n'oubliez pas, ce sont ces 4 semaines de vie et de travail avec Moulay qui vont vraiment compter. Donc, ne venez pas en vous disant, OK, je vais lay back. Moulay va me dire exactement quoi faire et je le fais. Non. Vraiment, il faudra vraiment travailler. Donc, en dollars, nous sommes sur je pense, $550. Donc, les gens, en tout cas, je tiens à dire $150. Normalement, je facture ça pour même pas 1 heure de discussion. FYI. Mais tranquille. Si les gens considèrent que c'est cher, vraiment, ne prenez même pas. Hein, c'est pas grave. Franchement, il n'y a que 15 personnes qui pourront en bénéficier. Donc, bon, si votre vie n'est pas importante pour vous, il n'y a pas de problème. Vraiment, on est calé. Hein. Alors, tiens, tonton Régis, le retour. Non, mais moi, j'ai une question pour toi, Régis. Est-ce que, quand tu avais construit tes premières startups, est-ce que tu aurais voulu un programme comme ça? Absolument. Je pense gérer une startup, c'est un métier. Et surtout pour les gens techniques comme nous, on a l'impression souvent que en fait, tout ce dont on a besoin, c'est la technique. Tu vas savoir coder, créer le produit et tout ça. Mais non, ça n'a absolument rien à voir. Il faut gérer les gens, il faut gérer tes ressources, il faut gérer tes investisseurs. Et moi, j'aurais aimé avoir ça à l'époque. Malheureusement, c'est la vie qui m'a enseigné directement. La souffrance, il faut leur dire. Est-ce que ça vaut $500 de souffrance? C'est ce que le peuple veut savoir. Parce que, je pense que ça vaut plus que ça. Ça vaut beaucoup plus que ça. Ouais, je pense que c'est une business school en 4 semaines, quoi, tu vois. Et toi, c'est ton expérience que tu as acquis, je pense, une décennie. Et ça vaut plus que ça. Si tu peux éviter aux gens de refaire ces erreurs-là, tu vois, ça vaut plus que ça, je dirais. Moi-même, je vais m'inscrire, je pense, pour prendre un peu. Hop là! Toi, je vais te coacher pour aller. Alors là, en fait, si tu t'inscris, moi, ça va juste être drôle. Si tu t'inscris, juste aide les gens de la cohorte. Juste help me. Si je dis des trucs, tu pourras confirmer ou apporter. Parce que vraiment, je pense que les gens, ils ne se rendent pas compte à quel point ça va être intéressant dans le sens les aider. Parce que je pense qu'on se plaint tout le temps de oui, les francophones, on n'aide pas. C'est vrai que les gens se rendent compte. Pour Irao comme pour moi, c'est énormément de coûts et d'investissement de faire ça en temps et en argent. Et donc, pour le coup, j'espère que oui, si des gens comme toi sont là, et peut-être que tu viendras même aider d'une manière ou d'une autre après, ça augmente la valeur pour les gens. Et pour le coup, ceux qui feront le choix d'investir comme ça sont ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ça va leur servir. Je garantis que c'est nécessaire ce sera utile pour eux après. J'ai quand même une question parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Est-ce que vous connaissez par exemple des programmes comme ça sur le marché francophone, à part les incubateurs qui ont leur propre truc in-house? Nope. Et même les autres. Ouais, non, c'est vraiment des programmes d'accélération et d'incubation. Il n'y a pas vraiment il n'y en a pas. Je ne pense pas, je ne connais pas. Après, les startups ont d'autres choix, hein, c'est de rentrer dans les programmes d'incubation, que ce soit des programmes nationaux en Côte d'Ivoire. Je pense à, par exemple, l'Agence Emploi Jeune qui a un super programme d'incubation. Tu as des opérateurs telco qui ont des programmes, des concours auxquels ils font participer les startups et après, ils les mettent dans des sortes de programmes d'accélération. Mais de ce genre-là, il n'y en a pas. Et surtout avec des opérateurs, donc des founders, pardon, qui ont Moulay, qui a vraiment l'expérience, qui va envoyer vraiment le côté pratique de la chose. Je n'en connais pas. Je ne connais pas, malheureusement. Je pense en général même, ce qui se passe dans les pays francophones, c'est des founders qui ont exit, qui ont fini de faire des trucs, qui se mettent à faire ça. Et donc, toi, le fait que tu sois vraiment en pleine activité, que tu le fasses, ça démontre vraiment que c'est vraiment un sacrifice que tu es en train de faire. Et ça vaut le coup. Ça vaut absolument le coup que tu as donné. Sinon, ça vaut plus que ça. Et moi, je vous encourage vraiment à le faire. De toute façon, Régis est en train de parler. Si jamais il décide de lancer un programme comme ça va être dans les $3 000, $5 000. Hein. Mais il connaît. Oh, mais, vous voyez que le gars est au boulot. Vous voyez que le gars est au boulot. Vous savez que le temps qu'il doit sacrifier, les millions qui ne se font pas quand Régis n'est pas au boulot. Vous blaguez. Continuez, voilà. Et je pense, et ça c'est très bien, et ça c'est vraiment le premier, je pense que les autres qui vont suivre, voilà, le prix va pouvoir peut-être baisser un peu, surtout si vous arrivez à optimiser certains coûts. Mais franchement, bravo pour ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment un premier truc, mais je pense que ça va donner sur beaucoup plus
de bons programmes. Et ouais, tu me diras si je peux aider d'une façon ou d'une autre, quoi, sans problème. Moi, je pense déjà, on peut avoir une session privilégiée dans le programme avec Régis sur justement les secrets de la levée de fonds de Jamo. Donc, les choses qu'il n'a pas pu dire ici. Juste les gens... Je ne sais pas si je pourrais dire. Ouais, mais bon, après, je pense que ma valeur sera surtout dans d'autres choses, par exemple, comment construire le produit, pour moi le rendre plus attractif, la levée de fonds. Et c'est des questions que j'ai vues même d'ailleurs, et après on peut en revenir là-dessus. En fait, quand vous levez des fonds, vous n'arrêtez pas de fonctionner en tant qu'entreprise. Ah non! Le début du sprint. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Et moi, je pense qu'il y a une question qui est venue, c'est combien de gens il faut dans l'équipe. Pour moi, le nombre idéal, c'est 3. Pourquoi? Parce que tu as le CEO qui va aller faire les calls, il va faire peut-être une centaine de calls, il va se prendre des râteaux, des noms. Mais par contre, tu as besoin des 2 autres co-founders, tu as besoin d'une sorte de CTO ou CPO qui reste focus sur la technique et le produit, et tu as besoin d'un CEO qui est le directeur des opérations qui s'occupe de continuer à faire fonctionner une entreprise. En bas de ça, c'est un peu compliqué. 2 personnes, c'est un peu compliqué. Une personne, c'est vraiment un super humain. Mais une chose est sûre, c'est que pendant que tu entends le lever, tu ne peux pas t'arrêter de fonctionner parce que ton entreprise va mourir si tu le fais. Et ouais, ça, c'est un des points qu'on aborde dans le programme, c'est le timing. Parce que quand tu es en levée de fonds, c'est un plein temps. Et même un plus que plein temps, je donne les outils. Oui, c'est vrai que dans le programme, j'ai oublié de dire, on parle même de gestion du calendrier, de comment on gère les rendez-vous, de comment on gère la prise de rendez-vous, la gestion des trucs. Donc oui, Dieu merci, moi j'avais la chance dans ce que tu m'as décrit. J'avais un CTO, Luc, et un CEO co-founder, Kader, qui ont tenu la baraque pendant que moi j'étais dans la jungle avec mon couteau pour essayer de nous ramener la pitance. Donc c'était pas mal. Ibrahima Diallo pose une bonne question. La date limite, c'est comment? Alors, la première cohorte démarre le 17 juillet. Donc, si vous voulez faire partie de cette première cohorte-là, on a 20%, plus de 20% de réduction en ce moment. Je vous invite à vous inscrire dès maintenant parce que les 20%, c'est pour les 5 premiers inscrits. Donc, les 5 premiers pourront avoir accès à cette réduction-là. Et comme l'a dit Moulay, passer cette cohorte, nous allons augmenter le prix parce que là, vraiment, c'est forcer Moulay pour ce prix-là parce que je connais ma communauté et je sais que beaucoup de gens ont besoin de ce programme-là. Donc, vraiment… On te prend, Stéphane. Stéphane dit, est-ce qu'on prend un petit français? Il n'y a pas de problème, Est-ce que le petit français va s'inscrire? On le prend. On prend. Non, et puis surtout, il faut rajouter, les fonds que j'ai levés, ce n'est pas qu'avec des Africains, ce n'est pas qu'en Afrique, c'est avec des investisseurs américains, chinois, danois. Donc, c'est valable pour tout le monde. Enfin, mon rêve, à vrai dire, c'est que cette formation et ce format d'IRAO puisse être quelque chose demain qui soit appliqué même en dehors de l'Afrique. D'abord par nous, parce que c'est là où c'est le plus relevant. Mais je pense que l'effort qu'on a là mis avec Mylène pour le contenu, c'est valable pour tout le monde. Et j'aimerais que pour une fois, on soit les premiers à être les mieux informés. L'idéal pour moi, c'est que demain, les founders francophones, il y en ait des dizaines qui, en fait, soient face aux investisseurs et les impressionnent. Ils se disent, mais comment ça se fait que ce mec sait faire ça? Comment il connaît un rolling safe? Comment il a un blurb aussi poussé? Comment il est capable de me faire réaliser que si je ne fais pas ce deal, j'ai raté mon job. C'est ça que je leur souhaite en tout cas. Donc vraiment, ou que même si à la fin ils se disent c'est pas pour moi la levée ou pas maintenant, ils sachent exactement quand commencer. Ils sachent exactement c'est quoi les critères. Merci beaucoup, Régis. Franchement, je sais que tu étais au boulot. Je ne sais même pas si tu t'es déplacé au boulot juste pour ça. Vraiment. Non. Ils bossent le dimanche. C'est normal. Je ne peux pas ma semaine parce que les lundis sont horribles pour nous. Tu as 15 réunions et voilà, je viens dimanche préparer ma semaine. Attends, donc finalement, le week-end, pour toi, c'est quand? Le week-end Le week-end, c'est samedi. Après, c'est pas tous les week-ends, c'est samedi. Et puis, c'est pas tous les week-ends que je fais ça. C'est juste que quand tu es dans des périodes de crunch, tu vois. Mais après, tu as des semaines où moi, je ne travaille pas, par exemple, en semaine, où je me repose vraiment, tu vois. Donc, c'est juste cyclique, quoi, tu vois. Okay. Mais écoutez, moi, c'était une très belle discussion. J'espère qu'il y en aura plus. Merci à tout le monde qui s'est connecté. Merci pour toutes ces belles questions. Merci à Axel qui a dû se déconnecter. Là, tu es mon support système. Hein. C'est toi que je regarde. On est là, mon frère. On ne se lâche pas. Voilà. Je parle tout le temps avec lui des war stories, donc des histoires de guerre, des histoires qu'on ne peut pas dire en public, parfois, tu vois. Mais quand on se voit, on
en parle et c'est très important de le faire. Les levées de fonds, c'est une problématique dont on parle souvent parce que c'est le carburant des entreprises et je suis content de voir ce genre de programme-là qui est mis en place justement pour éviter aux autres de faire des erreurs que nous, on a commises. Yes. Donc, Mylène, merci à toi pour cette formidable plateforme. Et puis voilà, j'espère qu'on aura d'autres discussions comme ça et d'autres programmes aussi alléchants que celui-là. Parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut toucher pour aider les startups, au-delà même des levées de fonds. Franchement, tu sais, dès que je viens à Abidjan, on fait un petit message et on se capte. Il n'y a pas de problème, ça marche. Merci beaucoup, Régis. À tout à l'heure. Merci. Moulay, Oui, madame. le mot de fin, je te le laisse. Ah, bon, moi, le mot de fin, les gens savent, hein, dépêchez-vous. Hein. Comme elle a dit, il y en a 5 qui ont une réduc. Après, il y en a 10 qui pourront en être. Et les prochains, si vous traînez tôt, bon, ben, ce sera juste plus cher. Hein. Et encore, ce sera beaucoup moins cher que tout le temps et l'énergie que vous allez perdre. Donc, pour le coup, j'ai presque envie de dire satisfait ou remboursé. Hein. Moi, je peux capable de rembourser les gens qui disent qu'ils font le programme et ça ne leur servait à rien. Il n'y a pas de problème, je rembourse de ma poche. Je suis certain de ce qu'on a fait. Maintenant, après, on te pose une question, Mylène. S'inscrire maintenant à participer à une autre cohorte. Les gens ont des vraies techniques. Hein. Ça, c'est puissant. Il y a un truc qui vient très rapidement. Régis, on veut une formation sur la construction de produits. OK. Très intéressant. Je note ça. Alors, va taper Régis, voilà. Oui, je vais voir Régis et tout. Alors, peut-on s'inscrire maintenant et participer à une autre cohorte? Ce que je vous conseille, c'est de vous inscrire, de nous envoyer immédiatement après inscription un message. Comme ça, notre équipe va se charger de vous mettre directement dans la prochaine cohorte. Donc, si vous voulez le faire, ça, on peut le faire, mais vraiment, il faut nous informer à l'avance. Mais vraiment, ce n'est pas normal, en fait. Ce n'est pas un truc qu'on devrait normalement accepter. C'est comme de la triche. C'est-à-dire, vous venez après. C'est pas mal. C'est ça. OK. L'autre question, c'est le programme va se dérouler en août. Alors, il faut comprendre que le processus ici à IRAO, là, je vais peut-être faire une démo, ce sera beaucoup plus simple, probablement. Donc, ici à IRAO, comment est-ce qu'on fonctionne? On aura des sessions en live, mais on aura également des modules. Donc, chaque semaine, vous allez recevoir un certain nombre de modules. Vous allez également avoir des sessions live et un espace de discussion et un défi. Donc, il y a tout ça qui va composer votre semaine type. Lorsque, par exemple, on a des sessions live, vous aurez l'information des jours à l'avance et vous pouvez vous préparer. Et si vous ne pouvez pas participer à cette session live-là, on va vous envoyer le replay. Donc, vous aurez accès au replay. Donc, ici, ce n'est pas que vous aurez à vous connecter tout le temps à des heures précises. Vous aurez des modules vidéo qui ont déjà été préenregistrés. Vous aurez des slides, vous aurez les outils de Moulay, la liste, etc., tout ce qu'il a préparé. Et ensuite, vous aurez le défi. Donc, le défi va être, par exemple, si on doit, je dis n'importe quoi, calculer votre valorisation, il faut que vous le calculiez. Il faut que vous puissiez avoir les chiffres devant vos yeux. Si on parle, par exemple, de faire votre pitch deck, vous allez faire votre pitch deck et nous aurons une session live avec Moulay où vous allez justement, voilà, recevoir ces feedbacks et tout sur ça. Donc, voilà un peu. Bon, quelles sont les caractéristiques de la bonne équipe? On a déjà répondu à la question. Il y a beaucoup de questions qui sont revenues, donc je vous invite en fait à revenir sur le replay du live et à regarder. Ou apprendre le programme. Il y a un curriculum entier sur la bonne équipe. Parce qu'honnêtement, je crois qu'il dure 40-45 minutes celui-là en plus. Donc, je ne peux pas expliquer en 40-45 minutes ce qu'on a dit. Et il y a beaucoup d'outils pour s'évaluer. En fait, la bonne équipe, il y a des outils et des critères précis. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut malheureusement juste expliquer en 5 minutes. Régis a donné des bons outils. C'est une première réponse. Mais c'est tellement important que vraiment prenez le temps. Prenez le temps d'investir sur ça et de l'évaluer. Et attention, encore une fois, une équipe, c'est comme tout. Ce n'est pas figé dans le marbre. Parce que vous avez commencé comme ça, que ça ne peut pas évoluer, que vous ne pouvez pas vous améliorer. Comme on a dit, même le signal, même votre expérience peut s'améliorer dans le temps. Mais il faut le savoir. Il faut savoir comment vous êtes évalué. En gros, pour moi, pour beaucoup de gens, c'est des gens qui… En fait, faire une startup pour l'instant et surtout lever des fonds pour beaucoup de gens, c'est des gens qui en fait passent un concours sans savoir quelles sont les règles ou comment ils sont notés. Vous faites tout le travail, mais vous ne savez même pas sur quoi vous êtes attendu. Donc, c'est pour ça que c'est important dans ce programme-là de prendre le temps et d'investir parce qu'après, derrière, vous avez les règles claires. Et vous avez vu que Régis et d'autres personnes, et même Axel aujourd'hui, en fait, appuient tout ce qu'on a vu là. Donc, allez-y, vraiment. Et moi, je peux pas répondre en 5 minutes à des questions aussi profondes et importantes. Donc, voilà, je pense franchement, on a fait le tour de la question. On a partagé les liens pour l'inscription dans le chat. J'aimerais quand même te poser une dernière question, Moulay. C'est quelle a été la pire erreur que tu as pu faire en levée de fonds qui t'a coûté beaucoup, beaucoup d'argent?
En fait, non, franchement, j'ai pas fait de grosses erreurs, Dieu merci, parce que, encore une fois, j'ai beaucoup testé. Je pense que ce qui nous a coûté beaucoup, c'est le temps. En fait, tout ce que je peux dire, c'est que si j'avais su il y a 3 ans, non, même il y a 5 ans, même il y a 10 ans, ce que je sais aujourd'hui, la boîte serait infiniment plus loin aujourd'hui. Parce qu'en fait, on a perdu beaucoup de temps sur des tâtonnements et des petites erreurs. En gros, tu ne fais pas d'erreurs qui te coûtent de l'argent. Mais ce qui se passe, c'est que tu fais énormément de tests qui te prennent du temps et tu n'arrives pas à savoir si tu réussis ou pas. Quand tu réussis, c'est trop tard. En fait, tu as perdu de l'énergie de vie. Moi, personnellement, j'ai passé au moins 5 ans où si je savais ce que je sais aujourd'hui, j'aurais pu faire tout en 6 mois. Et c'est ça qui est terrible. Et ça, c'est sans tenir compte du business en lui-même. Je parle juste de la levée de fonds. Concrètement, si je devais te répondre, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, j'aurais levé plus tôt, beaucoup plus, avec des meilleurs valos, et j'aurais eu des meilleures conditions pour toutes mes équipes. Si j'avais su. Donc, je ne sais pas comment le quantifier, mais je ne le savais pas. C'est que maintenant que je sais tout ça. Ouais. Et justement, les gens revenaient beaucoup sur la question de la valorisation. C'est aussi les erreurs qu'on fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu décides... Justement, on n'a pas parlé de dilution, mais vous, à Africrea, pardon, à Anka, vous avez quand même eu des problèmes de dilution. Oui, c'est malheureusement l'effet d'avoir levé plein de fois des petits montants parce que je ne savais pas, je ne connaissais pas et nous-mêmes, on n'a pas construit la boîte en sachant exactement qu'est-ce qui était attendu pour lever des fonds. Donc, on a dû ajuster, etc. Et tu vois, je n'ai même pas eu la chance de mes associés. On n'a pas un Hassan qui lui avait déjà fait une boîte, déjà levée, déjà vendue. Donc, lui a pu gagner énormément de temps et ça se voit aujourd'hui dans leur vitesse pour atteindre ces niveaux-là. Et donc, tout ce que je souhaite aux gens, c'est de ne pas avoir à souffrir et à mettre autant de temps que nous. Parce que vraiment, pour le coup, c'est dommage. Parce que c'est normal. Parce qu'en fait, comme tu dis, maintenant, aujourd'hui, je ne peux même pas dire ça à tout le monde. Je ne peux pas m'asseoir et faire asseoir les gens 5 heures par personne pour leur dire tout ce qu'ils devraient savoir. Donc, heureusement que vous êtes là et que vous avez pu mettre ça en place, que je n'aurais pas pu le faire tout seul. Alors, je suis très ravie d'informer qu'il y a déjà des places qui sont en train de partir. Donc, on n'a plus que 3 places. Les gens dorment. Pendant que vous réfléchissez, vous êtes là, oui, c'est cher, poipette de camembert. Voilà, il y a des gens concrets. Écoutez, en tout cas, ces 2 personnes-là et tous les autres, pressés de vous retrouver dans le programme. Évidemment, c'est un accès privilégié et un temps privilégié que je consacre. Donc, très, très, très content si jamais j'en retrouve certains d'entre vous là-bas. Ok, donc Marilyn a partagé les modules, donc ce sera 4 semaines comme on a dit. Vous aurez dans la première semaine tout ce qui a rapport avec le game, donc comprendre le game, comment ça se passe, la valuation, quel est le langage, comment attirer les investisseurs. Vous allez maintenant dans la première semaine savoir est-ce que vous êtes prêt pour l'investissement, est-ce que votre boîte est faite pour recevoir des fonds. Comment est-ce que vous devriez aussi recevoir des fonds parce que l'equity n'est pas seulement la seule voie, il faut comprendre ça également. On va faire le travail, on va faire le test. Ensuite, dans la semaine numéro 2, on va parler de tout ce qui a rapport avec les prérequis. Donc, comment évaluer son marché, comment parler de son marché, l'équipe, comment structurer votre équipe. Est-ce que vous devez aller recruter de nouvelles personnes, comprendre un peu comment présenter une équipe de choc à l'investisseur pour qu'il soit intéressé par votre boîte. Ensuite, on va parler de traction. Quelle est la traction que vous allez pouvoir montrer à l'investisseur pour l'intéresser? Comment mesurer cette croissance-là et pouvoir en parler? On va aussi parler de structuration parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Ce n'est pas avec une SARL que vous allez lever des fonds. Non. Malheureusement, non. Je pense que Moulay est bien placé pour vous le dire. Voilà, je fais cette erreur-là aussi. Vous inquiétez pas, c'est tranquille. On est tous passés par là. Donc, ensuite, on va parler des incubateurs, de l'accompagnement. Est-ce que, par exemple, vous devez passer par des mentors, des concours? Quels sont ces concours-là? Où est-ce qu'il faut aller? La liste aussi, parce qu'à chaque fois, quand on vous parle de ce programme-là, on parle de l'aspect pratique. Donc, concrètement, Moulay vous partage sa liste d'investisseurs, la liste des concours, des incubateurs, des accélérateurs qu'il faut aller voir. Il vous donne vraiment tout le nécessaire. Ensuite, on va passer en semaine 3 à la levée de fonds. Comment la lancer? Donc ici, on va parler non seulement d'aller trouver les investisseurs, donc c'est là que la liste d'investisseurs de Moulay va être très intéressante à découvrir. Ensuite, le processus. Je pense que Régis disait qu'il fallait à peu près 3 mois à 6 mois pour lever des fonds et en même temps être en train de gérer sa boîte. Donc, il faut pouvoir justement gérer tout ce processus-là. Les outils, Blurb, quand je pense à Blurb, je pense à un nuage, je ne sais pas pourquoi. Que ce soit pour moi en ce moment. Le pitch deck, la pipeline, les outils qu'il faut utiliser concrètement pour gérer ce processus-là. L'art du pitch et du tempo. Beaucoup de gens connaissent le pitch,
mais peu de gens connaissent le tempo. Mm. Et enfin, la conclusion, quand vous recevez vos fonds, comment ça se passe? Beaucoup de gens vont se dire, OK, quand les gens reçoivent les fonds, ils en parlent tout de suite. Alors que ça aussi, ça fait partie d'une stratégie. Il faut vraiment intégrer ça dans la stratégie de croissance de la boîte. Donc ici, on va parler de comment recevoir l'argent, mais on va aussi parler de comment négocier l'argent. Parce qu'il ne suffit juste pas d'aller signer le contrat dès qu'on vous dit, OK, je te donne 1 million, je te donne 500 000. Donc, il faut pouvoir se dire sous quelle forme je reçois l'argent. Est-ce que je reçois l'argent sous un safe? Est-ce que je reçois l'argent autrement? Il faut comprendre en fait ces termes-là, connaître les contrats. Et enfin, quand vous recevez vos fonds, comment ça se passe? Parce que entre le moment où vous signez le contrat et le moment où vous recevez le fonds, beaucoup de temps peuvent se passer. Comment vous survivez? Comment vous faites en sorte que l'entreprise survive? Et enfin, gérer les investisseurs et l'argent. Parce que dès le moment où vous acceptez de prendre l'argent chez un investisseur, vous êtes dans un mariage, vous êtes dans un partenariat. Parce que votre investisseur va venir vous demander des comptes, va venir vous demander comment vous avancez, comment vous gérez ce stress-là, et vous-même, comment vous vous gérez. Donc voilà, c'est quand même tout ça, et tout ça, c'est sur le lien que nous avons partagé avec vous, donc le lien d'inscription. Je vois des gens qui s'inscrivent déjà, donc n'hésitez absolument pas. Waouh, encore une autre place qui vient de passer. Pour eux, hein. Ça, c'est cool. Bon, bah, écoute, c'est pas tout ça, mais je vais vous laisser. Hein. Dans tous les cas, il reste que. Il faut dire aux gens, c'est la semaine prochaine, on est censé commencer, donc il manque à pas traîner. Hein. Voilà. Ouais. Salut. Salut, merci beaucoup à tous. Au revoir. Peace. Ciao, ciao. Bye. Merci à tous pour votre attention et je vous remercie de suivre Irao. Et n'hésitez absolument pas à nous envoyer des messages si vous avez des questions sur le programme. Et on se dit à très bientôt. Bye.